Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, votre émission le LGF, tous les jours du lundi au vendredi, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien en pleine forme, avec aujourd'hui un plateau très chargé, très fourni, c'est ce qu'on va pouvoir avec des sujets très intéressants. Aujourd'hui, c'est cette émission de ce 23 décembre, et oui, alors que tout le monde part en vacances. Nous, on est là, évidemment, sur France Maghreb 2 pour vous accompagner, pour être au plus près de vous, de l'actualité, encore une fois, à commenter avec vous au 01 40 33 9000. Je vais commencer par ma gauche, monsieur Enver De Santos qui est avec moi aujourd'hui. Enver, bonjour, délégué territorial de la FEF. Comment ça va, mon Enver? Eh bien, ça va. J'étais un peu malade, je le suis toujours un peu fatigué, mais ça va. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un revenant parmi les revenants, monsieur Henri Pénaud, qui était élu municipal du côté de Duny, c'est ça, mon Henri? De l'île Saint-Denis d'abord. Respect, l'île Saint-Denis, respect, l'île Pardon, Saint-Denis. l'île Saint-Denis. Oui. C'est à côté, non? Ouais, c'est à côté, pas très loin. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment ça va, mon Henri? Bah écoute, ça va plutôt bien. Ça fait longtemps que t'as pas vu, hein? Ouais, mais bon, je voulais revenir Bien près du avant la micro. fin d'année quand même. Voilà, mais rapproche-toi du micro, sinon je vais pas t'entendre et les auditeurs non plus, donc c'est très embêtant. C'est on fait de la radio, mon Henri. Hein, Ah ici. oui, Voilà. oui. Voilà. Sans pression. Tarek Mami aussi qui est là, dites donc. Comment ça va, mon Tarek? Bah très bien, Ouais. comme un Parisien chez lui, à Paris. Ah, vous êtes chez vous à Paris. De toute façon, vous êtes chez vous partout, vous. Alhamdulillah, pour Ouais, ce côté-là. Ça, Alors, ça, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Le retardataire du vendredi, Garbaoui, est là. Salut, Garbaoui. Il est toujours dans un taxi, et c'est toujours la faute d'Hidalgo, c'est toujours la faute du taxi, c'est jamais sa faute à lui. C'est comme les Arabes. Dès qu'il arrive, je lui raconte une blague. Vous savez, dans la culture arabe, quand vous cognez une porte, en arabe, on dit « la porte m'a frappé ». En français, il dit « j'ai cogné ». Et quand on attrape froid, chez les Arabes, c'est « le vent, le froid m'a attrapé ». Et c'est jamais moi. Discrimination gratuite. Et surtout, quand on rate l'avion, c'est jamais j'ai raté l'avion, c'est l'avion est parti. C'est C'est ça. pas moi, c'est lui. C'est Sofiane qui a raté l'avion. Comment ça va, Sofiane? Sofiane? Ok, bon, il va arriver en tout cas. Kauter Ben Mohamed sera avec nous, l'association présidente de France, de l'association Marseille en colère. Président de France? Non, président de l'association Marseille en colère. Ah d'accord. Et nous aurons la visite, et c'est sympathique de la revoir après ces quelques mois passés à l'Assemblée nationale. Elle y est encore d'ailleurs. Pour combien de temps, je ne sais pas. Sabrina Sebaï, qui sera avec nous également tout à l'heure, la députée NUPES de Nanterre et Suresnes, qui viendra nous rendre une petite visite. Elle est Qui ici va chez donc elle. respecter pour la première fois, je veux dire, pour un premier passage, son engagement d'avant député. Absolument. Mais elle tentait de nous respecter, mais le problème, c'est que vous savez Oui, que oui. quand on est Oui, non, député, non, on est tout à très fait. occupé. Tout à fait, Et je le comprends. tout à fait. Alors, évidemment, dans l'actualité, pour commencer cette émission, sur ce qui s'est passé ce matin, une fusillade donc, est survenue à Paris dans le 10e, proche d'un centre de Kurdes. L'individu en question a été arrêté. Alors, pour ce qui est de son âge, ça diverge entre 60 et 70 ans, selon les informations des médias. L'auteur est visiblement assez connu de la police, puisqu'il avait fait l'objet de plusieurs poursuites pour des attaques à caractère raciste. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a un an, il avait attaqué un centre de migrants au sabre. Donc visiblement, on se dirige vers une crépuscule d'extrême droite. Alors, sauf erreur de ma part, je cherche dans les articles, vous savez, quand on a des attaques, et on connaît souvent l'individu en question qui est l'auteur de l'attaque, avec le prénom, etc. Surtout quand c'est à Mohamed, ça apparaît très vite. Et alors, il y a un mot qui apparaît très vite, c'est le mot terroriste. J'ai cherché Tarek, je ne l'ai pas vu. Alors, il y a deux mots qui apparaissent. À part Monsieur Mélenchon et Madame Clémentine Autain qui qualifient cet attentat terroriste, Voilà. rien d'autre. Voilà, donc en général en français, attentat et terroriste. Et quand il n'y a pas ces deux noms, ça devient fusillade. Et on en déduit, parce qu'on est complotiste dans la communauté franco-maghrébine, franco-musulmane, franco-africaine, on en déduit que le tireur n'est ni arabe, ni noir, ni musulman. Et donc quand il n'y a pas ces trois, j'allais dire identité pour ne pas dire qualité, c'est que c'est une fusillade. Alors j'ai écrit moi tout à l'heure, cher Christophe, que j'ai eu la chance et l'autorisation exceptionnelle d'assister à la réunion des différents CSA européens. Cette réunion a eu lieu à Marseille. J'ai été autorisé à y assister. Et les différents présidents des CSA, Christophe, disaient que dans nos pays, à commencer par l'Espagne, aucun journaliste ne peut écrire terroriste ou donner le prénom de la personne tant que le procureur de la République ne les a pas annoncés.
Et on constate qu'en Tunisie, en Tunisie peut-être, mais en France surtout, je rentre en Tunisie, donc la confusion est encore dans la tête. Et je constate qu'en France, ces deux règles déontologiques ne sont pas respectées. Donc, on va d'abord voir à quelle date, c'est-à-dire que le prénom de la personne va sortir. Et moi, j'ai appris, en recherchant, quand vous avez envoyé l'information, que cette personne qui a donc aujourd'hui tiré ou tué... A tué 3 personnes, hein, Aujourd'hui, avait déjà avant fait 2 tentatives d'homicide, et pas qu'une seule fois, donc sur un lieu où il y avait donc des immigrés. Ouais. Enver se qualifie de terroriste, on en croit et on écoute Tarek. Évidemment, la règle est tout sauf respectée, en tout cas quand ça concerne un certain type d'individu. Bah, moi, je pense qu'effectivement, quand ça concerne un certain type d'individu, il y a une autre définition, mais au lieu de parler de terrorisme, parlons déjà de la définition de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un attentat ou pas? Et selon la définition du Larousse, c'est un attentat. Ensuite, la qualification, terroriste ou pas, ça, c'est encore autre chose. Terroriste, mais déjà, ça veut dire mettre de la terreur. Voilà, c'est ça. Et donc, l'attentat, c'est de la terreur. Hein. C'est quelqu'un qui attente à la vie d'autrui dans le but, justement, de lui nuire, mais également ayant pour cible, avec un concept politique, c'est un attentat. Et en plus, là, dans ce concept-là, d'avoir... après, donc, il y a une enquête en cours, mais le fait d'avoir potentiellement tué quelqu'un parce qu'il était de couleur, de nationalité ou d'ethnie différente et autres, ça reste justement un attentat, une attentat à la vie de personne dans un but ciblé, mais en plus terroriste dans la mesure où c'était... il y a eu 3 personnes qui sont mortes, mais je pense que ce personnage visait beaucoup plus de personnes. Ah oui, alors, quand tu tires dans les rues... L'endroit pose question... Et on verra s'il y a un lien entre l'adresse et l'endroit. Le centre culturel kurde. Dans lequel il y a déjà eu à Paris des assassinats dont moi, qui suis un peu l'actualité, je n'ai pas vu la suite, donc je ne sais pas si ces attentats-là avaient été qualifiés d'attentats, de terroristes ou pas, et qui était derrière. Est-ce que c'est un règlement de compte ou est-ce que c'est des pays ou des services? Après, il faut aussi prendre le profil de ce personnage. Non, mais cet endroit est stratégique. Et peut-être que cet assassin, il a tué 3 personnes. C'est ça. Bon, ce présumé assassin, pour parler droit, ce présumé assassin a tiré dans cet endroit, j'allais dire au hasard, qu'il aurait pu tirer place Trocadéro ou place Stalingrad. Absolument. Alors, Henri, sans être complotiste, je peux dire, au bout d'un moment, quand on est musulman dans ce pays, on se pose quand même la question. Et encore une fois, ce matin, une copine qui m'appelait me dit, j'espère que c'est pas un musulman. Ouais. On en est là aujourd'hui, tout à fait. Henri. Ouais, non, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, Christophe, et avec la personne qui t'a dit ça, parce que il est vrai que si ça avait été une personne de confession musulmane, comme le disait Tarek, on aurait eu sûrement le prénom, peut-être même... c'est pas sûrement, c'est sûr. Tout le pédigré, hein, t'inquiète. Et exactement, tout le pédigré. Et c'est vrai que... Ses origines et tout. Exactement, et ça va vraiment être intéressant d'un point de vue médiatique et politique de voir le traitement de cette affaire, même s'il faut savoir avoir des réserves. Maintenant, il est vrai que moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est que c'est une personne qui a récidivé à plusieurs reprises, et dont l'extrémisme, quel qu'il soit, est reconnu, et dont beaucoup d'hommes politiques de tous bords, hormis, comme tu le disais, Clémentine Autain et Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, pardon de te couper, mais c'est très intéressant quand on lit... donc selon Jean-Luc Mélenchon, cela constituerait être une attaque terroriste, et là on rajoute dans l'article, dans la dépêche, en attendant la qualification du procureur. Ah, c'est ce qu'on disait. Non, mais c'est extraordinaire. C'est que là, on prend tout l'usage pour marquer bien les faits, pour essayer de rester dans les règles. On n'attente pas du tout à la déontologie, etc. Par contre, quand il s'agit effectivement d'un auteur de confession musulmane ou d'origine étrangère, on oublie toutes les règles de déontologie. Ça devient un scoop. Ouais. Ça devient une information importante parce que, comme disait Bourdin, la France veut savoir. Ouais. Après, nos respects... la France veut savoir. La France veut savoir pourquoi cet individu était encore dehors, pourquoi il n'était pas surveillé, pourquoi il ne faisait pas l'objet d'une fiche. Effectivement, pourquoi cet individu qui, il y a 1 an, a attaqué un centre de migrants au sabre n'a pas fait l'objet d'un suivi spécifique. Tout ça, on veut savoir. La France veut savoir. Après, Monsieur Darmanin qui rentre à Paris en urgence. La France veut savoir, mais peut-être que déjà nos respects
aux victimes et à leurs familles nos condoléances, parce qu'il y a quand même 3 morts. Mais peut-être que justement tout ça, si bien sûr c'est prouvé, c'est un peu, ça découle un peu de l'ambiance générale, d'une montée du racisme qui est banalisée, d'une montée des extrêmes droites, je dis bien extrême droite, qui à un moment donné ne lutte pas justement pour le social, mais qui lutte justement pour une identité ethnique supposée, une identité française supposée. Et là, justement, c'est poser la question, quid de pourquoi on en est arrivé là, en fait. Alors, on a retrouvé Garbaoui qui est dans les embouteillages. Monsieur Garbaoui. Oui, bonjour. Tu fonctionnes toujours à l'heure algérienne? Ça se passe comment? Écoute, je sais pas à quelle heure je suis, mais entre Texas d'un côté, arrête. réduit les transports et ouais. Comment s'appelle notre copine On en parlait hier d'ailleurs. Vous savez qu'en ce moment, on bat des records de bouchons à Paris. C'est assez incroyable. Parce qu'en fait, on nous demande de prendre des transports, sauf que les transports ne marchent pas. Que la région a demandé à la RATP de réduire la fréquence des bus et des rames de métro et de tram. Bah oui, il n'y a plus de personnel. Normal. Non. Il n'y a plus de personnel pour conduire les Uber? Non, c'est pas vrai. Elle a demandé elle a demandé à la RATP de réduire, si vous voulez, le budget alloué au recrutement. Oui, bah appelle Bouriaki et démerde-toi avec lui, tu verras. Voilà. Bon, sinon, t'es prévu à quelle heure? Pour information qui est sortie hier dans le Canard enchaîné. Oui. Mon Sofiane, t'es prévu à quelle heure, toi? 16h. Ah, là, j'arrive. Il se fout de ma gueule en plus. Non, mais désolé, dans un quart d'heure, je suis chez vous. Ah oui, un quart d'heure quand même, d'accord. Donc... oui, mais je vous dis, on secret. Sofiane, prenez un café, arrivez à 17h, comme ça vous ferez la deuxième heure. Vous savez ce qu'on va faire? À partir du 1er janvier, on va dire que l'émission commence à 15h30. Ça te va, Sofiane? Moi, ça me va, parce que quand ça, Hidalgo, si elle met des bouchons, ça sera à 15h30. Bon, alors on parle évidemment de ce qui s'est passé ce matin dans le 10e arrondissement, cette fusillade survenue à proximité du centre culturel kurde. Le bilan s'est alourdi, on en est à 3 morts et plusieurs blessés, dont un blessé grave en état d'urgence absolue. Fusillade en plein Paris, je veux dire, donc Darmanin rentre effectivement en urgence, le ministre de l'Intérieur. Et il semblerait que là, on en parlait il y a quelques instants avec Tarek, Henri et Enver qui sont déjà en plateau et à l'heure, on prend toutes les précautions d'usage pour le coup, chose qu'on ne prend pas, Sofiane, lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui pourrait éventuellement s'appeler Mohamed, qui serait d'origine tunisienne, oulala, le tireur bien sûr. Là, on ne prend pas de précautions, on annonce le prénom, on annonce son pédigré et on parle immédiatement d'attentat terroriste. Là, excusez-moi, mais sauf erreur de ma part, il me semble que j'étais à l'école il y a un petit peu de temps, mais bon, je m'en souviens un peu. Le caractère terroriste, il y est, même si effectivement le procureur n'a pas encore défini ou n'a pas encore qualifié. Le procureur a été sur place à 14h. Oui, bah qu'est-ce qu'il attend? Et il annonce. Ça va très vite d'habitude, Tarek. Et il annonce 3 décédés. Ouais. Pas 3 morts, 3 décédés, c'est beau ça. Ah oui. Et une personne en état d'urgence. Et que la personne a été arrêtée, que l'enquête est en cours. D'accord. Mais alors, juste et on n'a pas d'informations ni sur le tueur, une petite information. En général, c'est pas les procureurs qui annoncent l'origine des criminels. Hein. C'est plutôt les syndicats de police qui s'amusent à, je dirais, induire les gens en erreur, parce que ce qu'ils font d'habitude. Et hier et même aujourd'hui, il y a eu le secrétaire général du syndicat des commissaires de police qui a eu un discours, mais je me demande, quand on est à ce niveau de responsabilité, comment on peut avoir un discours en France en 2022 de cet acabit, et je ne comprends pas que des gens comme cela puissent encore se permettre de se dire gardiens de la légalité républicaine. Bon, Sofiane, vous compléterez quand vous serez sur place, là, parce que nous, on est là, il y a donc un verre qui n'a pas encore commenté, hein. Donc on vous attend. Je suis en route, mais je reste avec vous le temps que j'arrive. Vous nous entendrez comme moi j'ai fait depuis lundi après-midi, où j'ai entendu tout le monde. L'émission où il y avait Jante et Haki et Karim. Était une très belle émission. Moi, je veux juste compléter, parce que j'aime beaucoup notre langue française, je voudrais compléter en donnant la définition de terrorisme par le dictionnaire Larousse.
non masculin, ensemble d'actes de violence, entre parenthèses, attentats, prise d'otages, etc., commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système. On est en plein dedans. J'espère que l'enquête fera ce qui est nécessaire, mais j'espère surtout qu'après enquête, nos responsables utiliseront les mots qu'il faut pour défendre les Français et pas défendre une partie des Français. Très bien, on y revient dans un instant avec vos appels si vous le souhaitez au 01 40 33 9000. On est véritablement dans le 2 poids 2 mesures pour le coup, ce qui évidemment ne justifie en rien, je veux dire l'horreur. Allez dans tous les cas, elle y est. Il y a des morts, quel que soit le tireur. Mais nous, on s'interroge aujourd'hui sur la réaction médiatico-politique. Voilà, qui est très intéressante à observer. Alors, pour faire simple, pour BFM, c'est fusillade. Voilà, pour fusillade. Alors, vous savez qu'en langue française, ça veut dire quoi, fusillade? C'est généralement un tir croisé. Ah oui. Je vous tire dessus, vous me tirez dessus, c'est une fusillade. Mais si moi, je tire tout seul, il y a un autre mot, mais c'est pas une fusillade. Reste avec nous sur France Maghreb 2, c'est le LGEP jusqu'à 18h. Enver de Santos, Henri Pémo, Tarek Mami, Sofiane Garbaoui et dans sa voiture, Kauter Ben Mohamed qui vient de Marseille, elle a dû se tromper de chemin. A tout de suite. Où son train est terminé. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Enver de Santos, délégué territorial de la FEV, avec Tarek Mami, journaliste, avec Henri Pémo, élu dans l'opposition du côté de l'île Saint-Denis. C'est bon Henri, je l'ai bon là. Parfait, très bien. Avec Sofiane Garbaoui dans son Uber et Kauter Ben Mohamed dans son Uber également. Donc on a deux Uber qui arrivent. Donc s'il vous plaît, messieurs le Uber, faites vite. Alors évidemment, pour un dernier mot là-dessus, qu'est-ce qu'il faut attendre évidemment de ce qui s'est passé ce matin, évidemment en espérant que les blessés se rétablissent très vite. Il y en a un, il est en état d'urgence. Voilà. Il n'y en a pas d'autres apparemment. Et condoléances évidemment aux familles qui ont perdu des proches ce matin. Donc 3, ça s'est passé donc ce matin en pleine rue visiblement. Alors c'était assez confus les infos parce qu'on nous a dit au départ que les tirs étaient intervenus à l'intérieur du centre culturel, alors que en fait non, c'était en pleine rue, à proximité de ce centre culturel kurde. Pour situer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Paris, c'est quand même proche des grands boulevards, à côté du Grand Rex, donc c'est un quartier populaire, quoi, un quartier fréquenté. Voilà. C'est rue Dunkerque pour être exact. Ce n'est pas un quartier administratif, c'est un quartier plutôt commerçant, marchand. Il y a un grand marché à côté, c'est pas très loin de Barbès non plus de l'autre côté, c'est pas très loin de la gare de l'Est, le quart du Nord. Donc c'est un quartier, comme vous dites, cher Christophe, populaire et qui bouge beaucoup. Qui bouge beaucoup toute la journée. Ouais, c'est ça. Et donc les dernières infos qu'on a, donc effectivement, à part la réaction de Mme Autain et de M. Mélenchon qui il y a M. Bayou des écolos qui s'est rendu sur place et qui a mis plein de circonfilations, je sais pas quoi, de sur les phrases pour être conditionnel et pour ne rien dire. Mais il était physiquement sur place. Et donc le procureur qui s'est exprimé aux alentours de 14h pour nous indiquer qu'il y avait 3 décès. Donc vous avez remarqué, on change de terme. 3 décès. Je lis exactement. Il y a 3 décès, une personne en état d'urgence absolue, 2 personnes en état d'urgence relative, et le mis en cause a pu être interpellé, est également blessé, notamment au visage. Voilà ce qu'a déclaré Madame le procureur, en fait, c'est Madame Laure Becchio. Voilà. Donc, et maintenant, on fait quoi ? Et voilà, on fait quoi maintenant ? Enver, on fait quoi maintenant ? Écoute, la première chose, c'est... quelle que soit en fait la raison de cet acte, de cet attentat terroriste, c'est pourquoi en fait c'est arrivé en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un défaut de protection dans les quartiers ? Est-ce qu'à un moment donné il n'y a pas assez de police ? Est-ce qu'il n'y a pas assez de surveillance vidéo ? On nous a pas préparé un petit peu quand même, Enver, parce que le ministre de l'Intérieur nous disait juste après le match Maroc-France qu'ils avaient interpellé plusieurs individus, une quarantaine visiblement, qui étaient en train de s'approcher de l'avenue des Champs-Élysées armés. Des gens d'ultra-droite qui avaient décidé d'en découdre avec tout ce qui était non-blanc, un peu basané, quoi. On nous a pas préparé finalement à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On nous a il y a des attentats d'ultra-droite. On nous a préparé justement à des attentats d'ultra-droite si éventuellement il s'agit là encore d'un attentat d'ultra-droite. L'enquête le dira, mais
là encore, moi je pose la question, c'est... En tout cas, il n'a pas crié à la Wakbar. La sécurité, c'est quoi? En fait, comment on fait pour protéger les gens? Ouais. C'est ça la question. Une nouvelle petite précision. L'homme a ou aurait 69 ans. Il a déjà attaqué des migrants. Madame Hidalgo et Madame Autain accusent l'extrême droite. Et Monsieur Mélenchon parle, lui, de terrorisme. C'est du terrorisme d'ultra-droite. Donc maintenant, si effectivement c'est prouvé, à un moment donné, c'est pourquoi on ne met pas les mêmes moyens à hauteur pour combattre ce genre de choses? Pourquoi on laisse comme par les choses hasard, puller? Madame Le Pen qui demande expressément la dissolution de tous les groupes extrémistes, y compris d'ultra-droite. Il y a 2 jours à peine. Hein. Ça ne s'invente pas, je vous jure. Nasser Lajili est avec nous par téléphone. Salut mon Nasser. Salut Christophe, salut à Monsieur Mami, salut Enver. Salut Nasser, tu vas bien? Comment va? Vous allez bien? Alhamdoulilah. Bon, tant mieux. Et vendredi, c'est bon, moi déjà, j'appelais pour transmettre les condoléances à la famille des victimes, parce que ça reste pour moi un acte terroriste, même si on peut dire ce qu'on veut. Mais moi, ce qui me gêne le plus dans cette affaire, là, je viens d'écouter Darmanin juste avant d'appeler, qu'il expliquait qu'ils allaient faire tout le nécessaire pour protéger les lieux qui représentent la communauté kurde. Donc on est en train en vérité, on est en train de retourner cette affaire comme si c'était une attaque contre les Kurdes, alors qu'on sait que c'est quelqu'un de l'extrême droite aujourd'hui qui a tiré sur des migrants. L'année dernière, il est venu avec une hache pour tuer des migrants. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément que sur une communauté qui tire. Il tire sur des gens qui sont différents. Ça veut dire des gens qui sont étrangers. On n'est pas sur lui. Il a pas réfléchi quand il a fait cet acte-là. Donc il a vu que c'était des étrangers et il a fait son acte direct. Donc c'est pour ça que c'est tout ça qui me gêne. C'est qu'on est en train de retourner la situation comme si c'était un acte contre les Kurdes. Alors la dernière information, si vous permettez, cher Nasser, ce monsieur est en prison jusqu'au 12 décembre. Il vient de sortir là. Il vient de sortir de prison. C'est ça. Bon. Il a été jugé, il a fait son acte le 6 décembre 2021, ça veut dire 1 an jour pour jour, on va dire. Et auparavant, il avait déjà attaqué au couteau en 2016 une personne chez elle. Un sabre. En 2016. Non, il a utilisé un sabre. Non, ça c'était l'année dernière. Oui, l'année dernière. Mais en 2016 déjà, il avait attaqué une personne chez elle avec un couteau. Et donc on peut dire jamais 2 sans 3. Puisqu'il y a eu le couteau de 2016, le sabre de 21, et carrément, donc, aujourd'hui, la fusillade ou les fusils, et les 3 morts et 2 blessés, dont un très grave, aujourd'hui. Donc, ce monsieur est dérangé, comme certains aiment à le dire, et auquel cas sa place est dans un hôpital psychiatrique, où il a attaqué donc en 2016 et surtout l'année dernière, et il ne peut pas se retrouver dans la rue, j'allais dire 1 an après avoir attaqué les migrants. Et moi, pour le coup, c'est ça qui m'interpelle. Moi, pour le coup, c'est ça qui m'interpelle. Je pense qu'il faut laisser aussi les enquêteurs faire un petit peu toutes les analyses nécessaires pour nous donner justement le bon caractère et les bons mots, même si on s'oriente sur l'extrémisme. Mais par contre, moi, ce qui m'interpelle, c'est justement le profil de la personne. On est en train de dire que c'est une personne qui est sortie de prison il y a moins de 10 jours, qui avait déjà énormément d'antécédents, et toujours des antécédents à caractère raciste. Et moi, c'est ça vraiment qui m'interpelle. Et raciste. Exactement. Et c'est ça qui m'interpelle, le caractère aussi sur la justice et sur le dossier de cette personne. Ouais. Exactement. Exactement. Non, on est d'accord. Bon, si on est d'accord, c'est parfait. Merci mon Nasser. Merci à vous. Il y a une intrus qui arrive au studio. Kauter Ben Mohamed, comment ça va ma Kauter? Bonjour tout le monde, je m'excuse du retard. Bonjour. Il y a une Marseillaise qui vient vous honorer de sa présence. Moi j'ai un peu de trajet, même si je suis bloquée ici grâce à la grève, je sais pas, c'est plus à cause que grâce aujourd'hui parce que je suis assez en colère vu la période. Mais moi, je vous ai pris en cours. Je ne sais pas ce qui a été dit avant, donc je m'excuse. Mais pour moi, il n'y a rien à attendre. Si le tireur de ce matin s'appelait Bouana ou Mohamed, on aurait tout de suite crié à un attentat terroriste parce que c'est une fusillade dans la rue. C'est ce qu'on a dit donc depuis moi, pour moi, c'est un terroriste. J'ai fait des posts en ce sens, sauf sur Twitter, car je suis bloquée sur Twitter à cause de ce gros compte d'Emilio Martinez. Parce que j'ai dénoncé son comportement pendant le gardien argentin. Exactement, avec ce geste obscène et scandaleux qui n'a pas encore été sanctionné par la FIFA et j'espère qu'il sera sanctionné. Donc j'ai traité en direct sur RMC et en direct sur Twitter et partout de grosses merdes, excusez-moi l'expression, parce que c'est ce qu'il est, donc je ne peux pas encore tweeter, mais je vais tweeter. Donc cet homme
est un terroriste. C'est pas un terroriste islamiste, c'est un terroriste d'extrême droite. Et il faut oser le définir comme ça. Il faut arrêter de définir et de croire que le terrorisme est exclusivement destiné aux basanés. Voilà. Merci. Donc quand on ouvre le feu dans la rue, à la veille de Noël, dans le centre de la plus belle capitale du monde, et c'est Marseillaise qui vous le dit, vous êtes un terroriste. Merci. J'espère qu'il sera pris en charge comme ça et qu'il sera puni comme les autres l'ont été. Merci, 01 40 33 9000 avec Abdel au téléphone. Bonsoir Abdel. Je sais pas si on dit bonsoir d'ailleurs à cette heure-ci. Vous savez, bonsoir Madame Caïter, bonsoir tout le monde. On n'a pas besoin d'entendre ce genre d'attentat pour savoir qu'il y a des poids de mesure dans les propos. Quand un jeune de cité fait une bêtise, on emploie un mot extrêmement raciste parce qu'on ne peut pas dire arabe et noir, on dit racaille. Tandis que Monsieur Fourniret, ou sa plus jeune victime à 9 ans qui lui a ouvert le ventre, on dit Monsieur Fourniret. Vous voyez ? Quand un jeune de cité fait quelque chose, c'est un voyou. Oui, mais c'est pas faux. Français. Ouais. Point, barre. Mais comme on dit non, on dit racaille. On dit racaille pourquoi ? Parce qu'on peut pas dire ça arabe ou noir. Et personne, aucune association dit mais on va interdire ce mot-là qui est un mot raciste. Personne ne bouge, personne ne dit rien. On laisse dire ces noms de chiens, car ce sont des noms de chiens qui donnent à chaque fois. Voilà. Merci Abdel pour la réaction. On peut comprendre effectivement, Henri, la colère des gens qui à quelques heures évidemment de ce qui s'est passé ce matin, sont évidemment... Moi, la première question qu'on m'a dit ce matin, c'est j'espère que c'est pas un musulman. Vous voyez, on en est là aujourd'hui dans cette théorie de la peur. Finalement, on a tellement au travers d'actes terribles qui se sont passés sur le territoire. On rappelle quand même 2015, c'était horrible, quoi. Le 13 novembre, tout le monde s'en souvient. Les attentats de Charlie Hebdo, les attaques à Nice au camion, enfin... on s'en souvient tout ça, et on a stigmatisé toute une population par leur religion, leurs origines, etc. Et quand il y a un attentat qui survient et qu'on a la certitude que ce soit l'auteur soit musulman ou d'origine tunisienne, algérienne, marocaine, que sais-je, on n'hésite pas à le dire tout de suite. Ou converti. Là, voilà, ou converti, ah bah ça oui, oui aussi. C'est la mode aussi. Par contre, quand c'est un attentat par un autre individu, c'est souvent un coup de folie. Bon là, visiblement, ils n'ont pas encore employé le terme de folie, mais ça devrait pas tarder, on peut s'y attendre aussi. Hein. Mais excusez-moi, un acte de terroriste est un acte de folie. Il ne faut pas être équilibré quand même, peu importe ta couleur, encore une fois, et peu importe ton idéologie. D'aller tuer des innocents, enfin, moi je considère que par définition, tous les terroristes et tous ceux qui tuent des gens gratuitement, et on tue toujours des gens gratuitement, il n'y a pas de raison, sont des gens qui sont déglingués du ciboulot. Par contre, ce n'est pas la théorie de la peur, mon cher Christophe, si je peux me permettre, parce que moi-même, je t'ai dit cette phrase ce matin en disant « J'espère que ce n'est pas un musulman ou un basané ». Mais c'est pas de la peur, c'est l'exaspération de la stigmatisation, en fait. Voilà, je pense qu'on est beaucoup à être très, très fatigués, à être toujours stigmatisé dès qu'il y a quelqu'un qui est fragile, parce qu'encore une fois, peu importe ta tête, peu importe ton histoire, quand tu commets ce type d'actes horribles, et qui sont impardonnables à mon sens, voilà, tu es forcément stigmatisé tout de suite, parce que là, tu vois, tous les gens de l'extrême droite ne vont pas être pris à partie, ne vont pas être montrés du doigt par la presse, ni, tu vois, il va y avoir aucune polémique, en fait. On va dire c'est un fou, et je comprends même pas que le parquet antiterroriste se pose encore des questions de savoir... Pas saisi. Exact. Non, parce qu'il s'autosaisit le parquet antiterroriste. Oui, la précision horaire, pour le moment, il n'est pas autosaisi. Pour le moment, on est encore au procureur de la République. Donc si j'avais terminé, tu aurais entendu. Je ne comprends pas qu'on laisse cet homme interrogé par la crime, tout simplement. Hein, parce qu'encore une fois, si cet homme aurait l'apparence d'un de nous dans ce studio, hein, ou même si c'était une femme, le parquet se serait immédiatement autosaisi. Donc, si tu veux, c'est ce qu'il a dit l'auditeur juste avant. Excusez-moi, après je vous laisserai. Voilà, j'ai un peu de retard, donc je rattrape mon retard. Ah oui, alors on paie le retard. Hein. Un rattrapage marseillais. C'est Hidalgo, en fait. Je ne suis pas responsable des transports en commun à Paris. Hidalgo et Pécresse, tu vois, le combo de choc que vous avez, mon Dieu, que vous êtes courageux. Ceci étant dit, il est absolument pas acceptable. Aujourd'hui, nous avons des médias comme les vôtres. Il y a certaines personnes comme moi qui ont accès à des médias mainstream. Il est absolument... Si ces gens nous définissent de racailles, et je m'inclus dedans, parce que moi je viens de bidonville, c'est encore pire que les cités. Si les gens nous définissent de racailles, c'est parce que nos aînés n'ont pas eu le courage de nous définir comme ce que nous sommes, l'identité de la France aujourd'hui. Et donc, si tu veux, il ne faut pas accepter qu'on nous définisse comme ça, et il faut que nous-mêmes, nous imposions, à l'horizon, que ce soit à l'horizon politique ou à l'horizon médiatique mainstream, de nous considérer, c'est ce que j'ai dit au général de Villiers sur le plateau des GG la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il dit oui, il faut dire aux jeunes des cités
qu'ils doivent être fiers d'appartenir à la France parce que nous avons accueilli leurs grands-parents et leurs parents de manière positive. Et je dis non, monsieur mon général. Je lui ai dit, monsieur le général, il faut dire à ces jeunes pour appartenir à ce pays qu'ils sont fiers d'appartenir à ce pays. La vérité, à savoir que leurs parents et leurs grands-parents ont libéré du nazisme eux aussi ce pays et qu'ils l'ont reconstruit. Et que si nous vivons libres aujourd'hui, c'est grâce à nos parents et à nos grands-parents, c'est-à-dire les enfants de l'immigration postcoloniale. Allez, alors, d'accord, surtout, sauf sur le mot nos aînés nous ont pas. Nos aînés, non, on va s'asseoir de ce côté-là. Nos aînés nous ont donné les moyens qu'ils avaient de nous éduquer, de nous envoyer à l'école. Et donc, ils nous ont donné des moyens. C'est à nous aujourd'hui donc, de prendre la suite pour définir ce que nous avons à définir. Nos aînés ont été beaucoup plus respectables que beaucoup d'entre nous, parce que nos aînés, eux, ont fait le job. Ils ont libéré la France, comme vous le dites très bien. Ils ont travaillé pour reconstruire la France, comme vous le dites très bien. Ils ont fait des enfants pour lesquels ils se sont sacrifiés. Et donc, ces aînés, pour moi, ils restent sur le piédestal de la République. Bien entendu, sauf que si ces aînés n'ont pas été traités par la France comme nous sommes traités par la France aujourd'hui, c'est parce que la France avait besoin de cette main-d'œuvre dont elle n'a plus besoin aujourd'hui. Et qu'elle était considérée comme une main-d'œuvre et que nos aînés savaient, et la France savait à l'époque, qu'il n'était pas l'identité nationale. Mais nous devons savoir être conscients et transmettre à nos jeunes et à nos enfants que nous sommes aussi l'identité de ce pays. Dans un instant, on est de retour avec Karim Demès qui nous attend au 01 40 33 9000. Tiens, voilà encore un usager de Hidalgo et de Pécresse qui vient d'arriver, Garbaoui. Restez avec nous sur France Maghreb 2 dans le LGF avant que nous parlions de la grève. Ah, ça y est, l'accord a été trouvé, mais pas de train à Noël. Le LGF sur France Maghreb 2 avec un plateau qui est complet désormais, avec Enver De Santos qui est délégué territorial de la FEV, avec monsieur Henri Pémo qui est élu dans l'opposition à l'île Saint-Denis, avec Tarek Bami, journaliste, avec Kautar Ben Mohamed, présidente de l'association Marseille en colère, et Sofiane Garbaoui qui vient d'arriver, qui est directeur d'agence de presse allemande, journaliste aussi. À 16 heures perdues. Ça va, mon Sofiane? Bah écoute, ça va. Ça va. Quand je vous vois réunis autour de cette table avec toute la qualité de l'aéropage, je ne peux qu'être content. Bon, alors, et Sofiane, la parité homme-femme. On t'a pas entendu, Sofiane. Alors, on m'a pas entendu. Alors, juste quand même, par rapport à l'attentat, parce qu'il faut appeler ça un chat, voilà, l'attentat qui a eu lieu aujourd'hui à Paris n'a pas visé le centre culturel kurde en particulier, mais un centre de coiffure qui était à côté, un restaurant. Et la personne a crié « Je n'aime pas les Kurdes » en tirant dessus. Voilà. Bon, donc, quand même, c'est pas Allahu Akbar. Ah ben non, parce qu'il n'avait pas encore fait ses 4 ou 5 prières par jour. Ouais. Voilà, c'est un multirécidiviste. D'accord, comme tu l'as d'ailleurs si bien dit tout à l'heure, Tarek, c'est un multirécidiviste qui a été dans la bagarre qu'il y a eu avec les migrants, le camp des migrants à Bercy. C'est pas une bagarre, il a attaqué. Il les a attaqués avec un sabre. Voilà. Et il en avait blessé 2. Alors là, les gens sont en train, enfin les autorités sont en train d'expliquer que c'est quelqu'un dérangé mental, etc. Ah bah bon, voilà. Mais c'est normal. C'est normal. Dérangé mental, sa place c'est l'hôpital. Non, mais dérangé mental, c'est normal. Il est blanc, il a un nom à consonance européenne, donc il peut qu'être dérangé mental pour faire ce genre d'acte. C'est pas dans ses gènes. Non, mais un terroriste, réellement, il a ça dans les gènes. Tu prends un Bazané ou un Bougnoul, bah ça, oui, ça peut faire un bon terroriste. Mais un Jean-Pierre, tu vois, un terroriste, ça rime pas trop. Donc c'est un malade mental, c'est différent. D'accord. Sauf que le mec, il a été arrêté plusieurs fois pour apologie du nazisme, alors on appelle l'ultra-droite. Alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'ultra-droite, je connais l'extrême droite. L'ultra-droite, il sort de prison il y a à peine. Non, mais c'est encore une pratique pour diminuer, dédiaboliser. L'ultra-droite, vous comprenez? L'ultra-gauche, l'ultra-droite, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, d'abord. Et il n'y a pas d'ultra-droite, il y a une extrême droite dans ce pays. On a libéré la parole à un certain monsieur qui avait dit on libère la parole parce que c'est pas normal qu'on puisse pas... Vous savez, la liberté d'expression, les droits de l'homme, etc. Eh bien, ça fait ça. Ça fait que un raciste, si on ne le nomme pas et on le désigne clairement ce qu'il est, une Marine Le Pen, c'est une raciste.
c'est une fasciste. C'est qu'elle peut t'attaquer en diffamation pour ça. Elle peut m'attaquer si elle veut, c'est gratuit l'attaque. Mais moi je suis libre d'exprimer mes opinions. C'est Sofiane Garbaoui, moi je m'en fous, je balance. Non mais je suis libre d'exprimer mes opinions ou pas. Alors c'est la liberté d'expression d'un côté ou mais pourquoi pas. C'est une insulte raciste? Oui, c'est une insulte pour le Rassemblement National. Tu sais, depuis qu'ils ont changé de nom, ça définit ils essaient de faire une belle. Oui, ça définit un Madame spectre Madame Le Pen, contrairement à M. Zemmour, n'a jamais été condamnée. Oui. Sur ce mot raciste. Monsieur Zemmour l'a été. Oui, mais donc c'est pour ça qu'elle est en droit. Non, mais moi j'exprime une idée. Non. Alors maintenant, excusez-moi. Non, mais c'est pas ça. Termine, mais rapide parce qu'il y a du monde là. Il y a une définition du racisme qui j'allais dire, sanctionnée, entre guillemets, par une décision de justice. Donc la décision de justice n'est pas tombée. Oui, parce qu'on l'a, parce que tout simplement. Non, attendez. Oui, il a raison. Il a raison. Non. On va arrêter. Zemmour a été condamné pour racisme. Zemmour a été attaqué, il a été condamné parce qu'on l'a attaqué en justice. Oui. Ça s'arrête là. Oui. Donc il faut pas dire parce qu'il a été condamné que c'est un raciste. C'est-à-dire que les gens qui sont racistes sont condamnés, ils ne le sont pas. Bah oui, mais tant qu'ils ne sont pas condamnés. Au niveau du droit, ils sont innocents. Je vous ferai remarquer que le délit, le racisme est un délit. Exactement. L'opinion elle-même n'est pas un délit. Qui doit être constaté par une décision de justice. Mais non, là vous parlez de la règle juridique. Oui, bah oui. Oui, mais sauf que le délit d'opinion n'existe pas en France. Qui constate le délit? Comment ça, qui constate le délit? La justice. Non, la justice, elle tranche. Oui, elle constate. Non, elle constate pas, elle tranche. Oui, mais d'accord, mais... Le constat n'est pas fait par la justice. Bon, bref, on va avancer. La justice tranche. Vu que nous ne sommes pas à la cour d'appel de Paris, ni à la cour tout court... Ça saurait. Oui, mais bon, même si on est déjà très tranchant et sur ce plateau et ailleurs... c'est important ce que tu dis, mais c'est pas ça qui est... C'est important et c'est pas important à la fois. Ce qui est important, c'est qu'en fait, notre pays doit, et on ne laissera plus faire, définir tous les criminels et punir tous les criminels de la même manière, peu importe leur motivation. Que ce soit une motivation raciste, que ce soit une... Ça éviterait qu'on ait ce genre de débat d'ailleurs. Exactement, voilà. c'est ce que je veux dire. Et ça là, si tu veux, si on doit interpeller quelqu'un aujourd'hui, c'est pas Darmanin, c'est Dupond-Moretti, sur comment sont définis ce type de criminels, comment ils sont pris en charge et comment ils sont condamnés et mis hors d'état de nuire pour pas renuire demain. Parce que je rappelle que ce monsieur a commis un acte terroriste au sabre en plein cœur de Paris dans le 12e il y a 1 an et qu'aujourd'hui il a récidivé. Et ce qui est important, c'est de le mettre hors d'état de nuire pour la sécurité des habitants de notre pays et en particulier de cette ville. Alors, chère madame, juste une question de journaliste et de juriste par ailleurs. Nous n'avons pas entre les mains la décision qui a condamné ce monsieur, et on va la trouver. Moi, ce week-end, je vais travailler dessus pour savoir si son acte de l'année dernière a été qualifié d'acte terroriste. Je ne pense pas. Donc, il n'est pas sorti au mois d'un an. Non, mais voilà. Donc, notre problème, il sort de prison il y a à peine 15 jours. Le 12. Notre problème, si vous voulez, c'est entre la définition qu'on pourrait dire juridique avant application, éthique, morale et sociétale, racisme. Et on sent et on comprend que c'est du racisme, mais que nous sommes dans un pays qui considère que tant qu'il n'y a pas eu de condamnation de justice sur le terme ou terroriste ou raciste, le citoyen peut faire ses tweets, mais ça s'arrête là. Donc je te rappelle, Tarek, ce que je viens de dire à notre chère Sofiane, c'est que moi je ne suis pas dans une cour, je ne suis pas juge, je ne suis pas habilitée à. En tant que citoyenne de ce pays, pour ma sécurité, je souhaite que chaque personne qui prend une arme ou un sabre et fonce dans la foule soit pris en charge et condamné. Et mis en état de nuire. Voilà, mis en état de nuire comme un terroriste tout court. Et peu importe sa motivation, elle ne m'intéresse pas limite. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon fils... Moi, tu vois, j'ai un peu les boules. Non, parce que ma copine Salwa Lakrafi, qui nous écoute, qui est coach, travaille à 25 mètres d'où a eu lieu l'attentat ce matin. Et je devais prendre le petit déjeuner avec elle et j'ai été bloquée à la maison, parce que vu que je suis bloquée à Paris, je suis chez une copine, parce que le technicien Free venait à 11h. C'est pas sérieux. Autrement, j'aurais été avec mon fils, en fait. Et j'espère qu'on n'aurait pas été victime, mais on aurait assisté à ça en direct. Il a 12 ans. Nous, on a été traumatisés par le Bataclan. On s'est rassemblés. On est venus tous les ans allumer des bougies. Je prenais le train à mes frères. Parce que moi, ça m'a traumatisé. C'est ignoble, enfin, tu vois. Bougez pas, ma chère Kauter. Voilà. Et vous tous, dans un instant, on va évidemment, parce qu'on va pas non plus passer l'émission là-dessus, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. On va attendre maintenant ce qui va se passer. De la grève, ça y est, on a trouvé un accord à la SNCF. Sauf que pour ce week-end, il va falloir galérer. En fait, il va falloir attendre que le week-end prochain, tout rentre en cause en raison de la semaine prochaine. C'est qui je vais à Noël, la grève.
d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF. Alors, il n'y aura plus de grève à la SNCF le week-end prochain, dans une semaine, attention. L'ensemble des syndicats, pardonnez-moi, a accepté les propositions formulées par la direction de l'entreprise. Hier soir, les 4 syndicats représentatifs, dont ceux qui avaient été déposés les préavis de grève pour les contrôleurs, ont accepté les propositions faites hier soir pour la SNCF et ils lèvent donc tous les préavis de grève qui menaçaient le week-end du Nouvel An. Selon les informations de médias, eh bien, sachez que les syndicats ont d'abord consulté le collectif de contrôleurs qui faisait grève, qui leur a bien donné son aval. Dans l'accord signé ce matin, on trouve la création d'une ligne métier chef de bord pour réunir tous les contrôleurs sur la même casquette, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La création aussi de 160 emplois de contrôleurs dès 2023 et de 40 emplois de plus dans les trains dits sensibles, les trains où il faut plus de chefs de bord. Dernier point enfin, une revalorisation de la prime spécifique pour les contrôleurs qui passe de 600 à 720 €. Cet accord ouvre donc la voie à un retour à la normale dans les prochains jours. En revanche, ça ne change rien pour ce week-end de Noël. 1 millier de chefs de bord font grève et 2 trains sur 5 sont supprimés. Donc 1 millier ont décidé de prendre en otage 200 000 personnes ce week-end. Henri, on ne leur pardonnera pas. Alors attendez. Monsieur Henri Pénaud sur cette grève SNCF. Sofiane, s'il te plaît. Henri. Ouais, 2 secondes. Sofiane, on va y aller, Sofiane. Oh, Sofiane, 2 secondes. Tu auras ta parole. Alors tu sais quoi, si tu veux faire une grève et avoir la population avec toi, tu portes, tu les portes bien dans le pantalon, tu ouvres les vannes et tout le monde va agir. Et je vais aller dans ton sens. Je vais aller dans ton sens. Henri, excuse-moi, s'il te plaît. Ouais, je vais essayer, Christophe. Donc moi, sur la grève, moi, je suis en colère. Non, je suis en colère. Je suis pas cheminot. Je suis pas chemineur, mais je suis en colère. Parler 5 minutes. Je suis en colère. Je suis en colère par rapport à trois sujets. Premier sujet, c'est on voit quand même que ça émane d'un petit collectif qui d'abord défendent des intérêts individuels. C'est pas ce que moi j'appelle l'essence de la grève, même si je la respecte. Le deuxième point, c'est que ça montre aussi la défaillance des syndicats. Parce que tu as un petit collectif... Ouais, t'es hors jeu d'ailleurs. Qui était hors jeu. Et donc ça démontre toute la défaillance des syndicats. Et je pense que c'est aussi ça le gros problème depuis presque une décennie, voire un petit peu plus. Et le troisième point, c'est la période. Bien évidemment qu'une grève, ça doit faire mal. Mais est-ce qu'on a besoin de faire mal à des personnes, à des familles, parfois des personnes âgées, parfois des enfants qui n'ont pas vu depuis 2 ans, avec ce qu'on a vécu avec le Covid, de leur faire perdre ces bons moments qui sont des moments qu'on attend pour beaucoup depuis des années. Les familles monoparentales. Exactement. Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord. Vraiment, je suis tout à fait d'accord. En fait... Moi, je veux venir au fait qu'à un moment donné, effectivement, ça me casse les bonbons, cette grève. Et c'est parti, effectivement, vu que c'est un petit collectif qui a créé, effectivement, sur Facebook son groupe, effectivement, il y a ce côté individualiste. Mais il y a une réalité. Ce petit groupe qui s'est créé, c'est qu'à un moment donné, c'est divisé pour mieux régner. Alors peut-être que vous me ferez le procès d'être trop de gauche, trop, no pasaran, mais à un moment donné, il y a une réalité qui... On ne serait pas arrivé dans cette situation, tu le disais tout à l'heure, Kautar. C'est-à-dire que si à un moment donné, voilà, on fait les choses correctement, on les soutient. Moi, je ne les soutiens pas. Pour ce moment, je soutiens le côté, tout simplement, je défends la grève. Là où je veux en venir, c'est... Non, mais justement, là où je veux en venir, non, je ne vais pas défendre toutes les grèves. Là où je veux en venir, juste un instant. Là où je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, là, on a un groupe qui s'est divisé du syndicat, qui à un moment donné aurait sans doute fait les choses correctement, à mon sens, en ne faisant pas grève pendant ces fêtes de Noël, mais ça remonte à beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population, elle est complètement divisée. C'est qu'on va plus soutenir les grèves. Et regardez bien, les gens ne manifestent plus dans les rues. Il y a des petits groupes, etc. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, les gens, à un moment donné, c'est dans l'individualisme aujourd'hui. Parce que les grèves, et tu parles à une femme, excuse-moi, tu parles à une femme qui a fait toutes les grèves qui puissent exister et qui en a initié beaucoup, à Marseille, qui a du SO, tout ce que tu veux, mon fils sur les épaules. D'abord, les grèves, c'est pareil. La lutte, c'est la lutte. Quand tu dis nos passes à vanne, justement, quand tu es du côté du peuple, tu ouvres les vannes et on monte gratuit. Tu prends pas le peuple en otage. Tu éclates pas les familles. Il y a des pères qui sont hyper en colère, qui voient leurs enfants 2-3 par an, et là, c'est là. Fais grève pendant la période du ski, on s'en fout. Les riches, ils vont pas au ski, on s'en fout. Mais là, c'est tout le
le monde, toute la France. Donc moi j'ai manifesté pour les médecins parce que je suis consciente que de l'état de l'hôpital dépend de nos vies. Pour les enseignants parce que c'est l'éducation de nos enfants, c'est l'avenir. Pour tout, je manifeste, je me prends la tête. D'abord, les grèves, aujourd'hui les manifestations ne servent plus à rien. On n'a plus un moyen de pression. Deuxièmement, elles sont hyper violentes. Moi je prends plus mon fils en manif alors qu'il en a fait plus que certains pour perdre son œil, effectivement. Non, son œil ou ce que tu veux. Enfin, c'est hyper grave. Tu te fais gazer avec ton fils sur les épaules il y a 4 ans. Excuse-moi. Mais en fait, si tu veux, moi, je suis pas syndiquée, je suis pas encartée parce que je trouve que ce soit dans les syndicats ou dans les partis politiques, malheureusement, c'est une bande d'apparatchiks qui se cooptent entre eux. Voilà. Donc que les gens se désolidarisent et qui mènent leur lutte, ok, mais pas à cette période aussi sensible, après les 2 ans, après les 2 ans de Covid. Mais ce sont des combats individualistes. Je me suis pris la tête sur notre radio. Ils nous disent, rejoignez-nous. Est-ce que eux rejoignent les autres? Non, parce que c'est de l'individuel. Exactement. C'est de l'individuel, mais parce qu'on a divisé pour mieux régner. Quand ça sera collectif, c'est normal. Un peu d'élégance, je suis la seule femme, donc on me laisse un peu plus. Moi, je te soutiens, Kautar, mais on pourra pas être collectif, justement. Vous voulez l'égalité, la parité et le droit à la parole, c'est très bien. Non, je reviendrai après le journal. L'égalité, on est déjà supérieur aux hommes. C'est d'être pas du tout ambitieux que de vouloir être qu'un homme. Il y a supérieur, le reste de discute. Après, je reviendrai, Christophe, sur le problème fondamental de la grève, qui est la conséquence d'une libéralisation, ubérisation de la société, parce que quand on est né, il y avait une SNCF. Aujourd'hui, il n'y a pas une SNCF. Il y en a plusieurs. Non, mais attendez, excusez-moi. Alors, il y a la SNCF qui conduit les trains. Il y a la SNCF qui s'occupe des voies et de rattrapage. Maintenant, il y a un autre corps qui est donc les contrôleurs. Et tout ça, vous avez... Moi, j'attire l'attention des auditeurs. En fait, vous ne pouvez pas, et c'est la politique de diviser pour mieux régner, reprocher à ces grévistes dont je conteste l'action aujourd'hui, la conséquence de l'action politique qui les a divisés et qui leur a donné le pouvoir. Et comme ils ont compris, eux, que c'est la façon gilet jaune qui marche dans ce pays, ça perturbe, et puis après tout le monde oublie, voilà la situation. La grève existait bien avant les gilets jaunes, mon cher Tarek. Non, bien sûr. La grève, permettez-moi de vous interrompre, Tarek. Non, il n'y a pas de journal, vous savez très bien qu'il n'y a pas de journal à ce temps-ci. Juste, et on nous signale apparemment des heurts qui est en train de survenir en ce moment même, dans le quartier où est survenue la fusillade ce matin, des heurts entre gens de la communauté kurde et d'autres personnes, donc apparemment des heurts qui sont survenus là à l'instant où on parle. La situation est très compliquée, donc évitez le secteur, visiblement. Voilà. Et donc, si la grève est de droit constitutionnel qu'il faut respecter. Bien sûr. Bon, la grève a été plus ou moins, j'allais dire, modifiée avec le service minimum imposé par le président Sarko. Sauf que, quand vous avez une foultitude d'interlocuteurs, il suffit que tous les syndicats soient d'accord pour ne pas faire grève, et qu'un petit comité vienne perturber parce qu'il n'y a pas les contrôleurs ou il n'y a pas la police maintenant de ces trains. Donc, le problème fondamental que nous avons, moi j'ai été la semaine dernière, bon c'est pas un secret puisque c'est professionnel, à Lyon. J'achète mon ticket, je monte, le train est un train italien. Oui. Alors attendez, donc la libéralisation, dans ce train italien, on m'a expliqué que pendant les grèves, pendant les fêtes, il n'y a pas de grève. Et donc, si je veux aller à Lyon aujourd'hui et demain, si je trouve une place dans le train italien, oui, parce qu'en Italie, non, mais regardez, il y a deux lignes. Excusez-moi, mais je pense que là, on n'y est pas. Non, parce que vraiment, on n'y est pas. C'est le droit français qui s'applique. Si tu avais divisé et que tu avais payé les gens, il n'y aurait pas de grève. Le problème, c'est qu'on les paye plus. Moi, ce qui me gêne dans... Oui, Sofiane, qu'est-ce qui te gêne? Vas-y. Alors, moi, la grève, on sent que t'as envie, là, vas-y. Parce que la grève, il faut bien que ça dérange dans ce pays, il faut déranger les gens pour que... La preuve, ils ont obtenu tout ce qu'ils avaient demandé avant qu'on leur a dit non. Donc, c'est que ça a marché. Par contre, là où c'est gênant, c'est que c'est un collectif anonyme. C'est-à-dire on ne sait pas qui est derrière, on ne sait pas quelles sont les motivations, parce que quand on a un syndicaliste ou un politicien, s'il est de droite, de gauche, etc., on sait plus ou moins dans quelle tendance, on sait plus ou moins dans quel sens le vent va souffler. Par contre là, c'est l'anonymat, c'est-à-dire on est sur la relation Internet, c'est-à-dire Internet, on a des gens qui vous insultent, vous ne savez pas qui ils sont, parce qu'ils sont derrière un écran, derrière un anonymat, ils peuvent se permettre ce qu'ils veulent. Et moi, c'est ça qui me gêne dans cette grève-là. Bon, dans ce collectif, c'est ça qui me gêne. Très bien. Henri, tu avais un petit truc à dire, je crois. Ouais, non, moi, vraiment... Tu trouves qu'on n'y est pas, là? Qu'est-ce qui se passe? Non, moi, je trouve qu'on n'y est pas, parce que, pour moi, le gros problème, c'est tout le sujet du syndicalisme et, si tu veux, de manière générale, des corps intermédiaires. On le disait, un groupe Facebook. Enfin, on est en train de dire que à partir d'un groupe Facebook, on arrive à faire une grève
qui fait, excuse-moi le terme, chier tous les Français. Enfin, c'est grave quand même. On parle d'un millier de personnes qui font la grève. Un millier. C'est grave. Après qu'il y ait que la grève soit constitutionnelle, qu'on la respecte, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ce soit dans des règles et dans un cadre qui est défini par toutes et tous. Et après, sur la période, je suis désolé, mais c'est quand même des personnes, pour le coup, qui avaient eu déjà 70 ou 80% de leurs revendications avant même la grève. Les 20%, est-ce que ça nécessitait de faire une grève pendant la période des fins d'année? J'en suis pas sûr. Ouais, bon, mais on est tous d'accord là-dessus, tu vois. On est tous d'accord là-dessus. C'est-à-dire que 20%. À un moment donné, c'est ce côté où ce moment de fin d'année, on le sait tous. C'est celui qui nous rassure et c'est celui qui fait qu'on est en famille et c'est celui qu'on va bien. Là où je veux juste terminer, c'est que il y a ce côté où, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, chacun va prêcher pour sa propre paroisse. Oui. Cette gilet jaunisation, ce côté machin, il fait qu'à un moment donné, n'importe qui aujourd'hui va venir, et c'est ça où on va arriver de plus en plus, va arriver et va dire « Ouais, mais moi, mon droit, il n'est pas respecté, je vais niquer tout le monde. » Et c'est ça le problème. Et ce truc-là, il découle, moi je persiste et signe, d'une division, parce que si tu remontes au syndicalisme allemand, celui qui a influencé toute l'Europe, celui de 1880, etc., marxisme, etc., ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était des groupes. Et au moment où ces groupes-là, ils étaient en train de dire « Bah non, on va pas à la Première Guerre mondiale », il y a un autre groupe politique qui a dit « Bah si, on y va ». Et justement, ce sont les ouvriers qui y sont allés. Et là, on est en train de revenir là-dessus. L'individuel prend le pas sur le collectif, malheureusement. Kauter, j'ai une question à poser. Aujourd'hui, on dit que effectivement les syndicats ont trouvé un accord. Ok, on a signé un accord cette nuit ou ce matin. Bref, on s'en fout. On nous dit que c'est pour sauver le week-end du 31. D'accord, on veut bien. En prenant en compte qu'aujourd'hui, ça soit une journée où on remet tout à la normale, parce que vous savez, quand il y a une grève, évidemment, il faut remettre les choses un petit peu en marche, etc. Pourquoi ils maintiennent cette grève de samedi et dimanche? Ils auraient fait plaisir à tout le monde en disant ça y est, on a trouvé un accord, on se remet au travail. Demain, il y a des trains. C'est pas ceux qui ont fait la grève. Sécurité, tu peux pas reprendre. Si tu peux. Non, mais tu appuies pas sur un bouton, les gens. Je te dis qu'avec une journée, on remet les trains en marche. Kauter, c'est possible ou pas? Alors, non, c'est pas possible pour des questions de sécurité. Je t'ai dit parce que j'ai l'habitude des grèves. Je les fais plus aujourd'hui, mais j'ai l'habitude. Là où je suis pas d'accord avec toi, mon cher Envor, c'est qu'en fait, si tu prends là le collectif, aucun problème. Si tu joues collectif, dans une période où le pays est à presque 17 d'inflation, tu mets pas dans la merde, ils sont 1000 ou 2000 ou 3000 à faire la grève, tu mets pas dans la merde 67 millions de Français, parce qu'encore une fois, les denrées sont périssables, c'est une période particulière, c'est pas que les vacances, c'est les vacances de Noël. Et les vacances de Noël, que tu sois juif, que tu sois musulman, athée, on est 99% à faire un repas. Bien sûr, je précise pas les chrétiens parce que c'est... Non, je veux dire que même quand tu n'es pas chrétien, je vais le faire dans ce sens-là, c'est devenu non pas religieux, mais une tradition où tout le monde se rassemble avec ses voisins, avec... moi, je faisais Noël avec les SDF, etc. C'est où tu te rassembles, en fait. Mais c'est là où on est tous d'accord, en fait. On parle de la même chose. Et en plus, là, quand tu vois le tarif de la nourriture spécifique de Noël aujourd'hui, quand tu sais que les gens ont fait des courses... Les mettre dans cette situation, c'est pas respectueux du collectif que tu prends. Oui, non, mais justement, et c'est pour ça on dit la même chose. Malheureusement, le diviser pour mieux a créé l'individualisme. Et l'individualisme qui en a rien à cirer fait qu'à un moment donné, le collectif a disparu. C'est pour ça que moi, je ne soutiens que les grèves qui jouent collectif. Sauf que les collectifs, là, ils sont 3005. On ne peut pas dire que ce n'est pas des collectifs. C'est un collectif qui s'est organisé. Non, mais c'est un collectif qui représente une minorité, ne serait-ce qu'à la SNCF. Je vais vous expliquer quand même quelque chose, chers messieurs et mesdames. J'aime pas quand on dit je vais vous expliquer quelque chose. Ouais, c'est bizarre. Je vais faire mon enseignant. On n'y a pas d'enseignants ici. Vous êtes tous à égalité. Je vous ferai remarquer que toutes les révolutions ont commencé par des minorités. C'est comme ça qu'on a fait les révolutions, d'accord? Parce qu'au départ, la majorité était silencieuse, d'accord? D'ailleurs, le terme majorité silencieuse existe toujours. Pourquoi? Parce que c'est les minorités qui mènent d'abord les combats et ensuite, si ils arrivent à convaincre, ils sont rejoints par la majorité. C'est comme ça que ça se passe. On n'a jamais vu tout un peuple se soulever comme ça. La génération révolutionnaire spontanée n'existe pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui est dérangeant aujourd'hui, alors là on parlait de fêtes, etc. Donc il y a ce qu'on appelle la trêve des confiseurs, d'accord? C'est une sorte de chose qui est induite psychologiquement dans le subconscient collectif. C'est-à-dire que la fin des périodes de fin d'année, tout le monde devrait se retrouver son calme, etc., éviter les débordements. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une période de guerre.
Parce qu'on oublie qu'il y a une guerre qui est aux portes de l'Europe. Ouais, ne ramène pas la guerre là-dedans. Non, mais attendez. Mais si vous me laissez aller jusqu'au bout, vous allez comprendre mon raisonnement. Et il est en train de vous expliquer. Voilà, merci, Cherta. Monsieur le professeur, dépêche-toi, mon vieux. Donc, on est en période de guerre. Parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a une guerre qui est aux portes de l'Europe. Maintenant, elle n'est pas aux portes de l'Europe, elle est en Europe. Voilà, subie, voulu, pas voulu, etc. Je rentre pas dans les débats sur cette guerre-là, d'accord? Mais c'est pas le sujet, Sofiane. Non, mais c'est un tout. La vie, c'est pas des moments. Sofiane, termine. Mais si vous me coupez tout le temps, on n'y arrive pas. C'est la spécialité des syndicalistes, c'est noyer le poisson. Mais moi, je suis pas syndicaliste. Non, mais justement, termine. La guerre en Europe, la guerre. L'enseignement qu'il fallait. On peut pas s'en foutre parce que cette guerre-là, elle induit beaucoup de choses derrière. Non, mais si, parce que il y a des trains qui vont à Kiev. Pourquoi les gens font grève? Parce qu'ils disent qu'ils n'arrivent pas à faire la fin de mois, parce qu'ils ont besoin d'un pouvoir d'achat, parce qu'il y a des gens qui gagnent 3000 balles par mois. T'es sérieux là? Professeur, on peut prendre la suite. Excuse-moi, professeur, juste vous laissez pas terminer, donc vous pouvez pas m'appeler professeur. Christophe nous a je termine. Christophe, s'il te plaît, juste pour finir. Christophe nous a envoyé tout à l'heure. Christophe nous a envoyé tout à l'heure une information qu'en 24 Noël, les derniers, en 24 ans, il y a eu 18 Noël en grève. C'est ça. Il n'y avait pas la grève d'Ukraine. Il n'y avait pas la guerre d'Ukraine. Non, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. On parle collectif. Mais je suis pas d'accord avec toi, Sofiane. Il y a eu tout le temps des grèves. Alors, on va accueillir Sadek qui nous appelle de Bordeaux, si tu permets. Parce que c'est comme ça, c'est moi le chef. Sadek. Bonjour, Sadek. Bonjour, Christophe. Bonjour à toute l'équipe. Et ça fait plaisir d'entendre toute l'équipe là dans le débat. J'ai un petit avis à donner, je m'en excuse à l'avance. Non, ne vous excusez pas, donnez-le. Bien au contraire. Écoutez, on vous écoute, Sadek. Voilà. Alors, au sujet d'abord des grèves. Bon, je vais aller droit au but. Comment se fait-il qu'à chaque fois qu'il y a la Noël, le jour de l'an, allez, on descend à la rue, c'est la grève, et à chaque fois quand il y a la reprise de l'école et des machins, c'est la grève. Pourquoi choisir ça? Pourquoi punir le citoyen? Ça, c'est d'une. De deux, on est attaqué par des cyber internet là pour nos hôpitaux, nos machins et tout ça là. Il y a quelque chose qui est derrière dans tout ça. Voilà. Alors demain, Christophe, il aura mal à la dent, il descendra dans la rue et puis en avant. Ah, Inch'Allah. Et il vient faire l'émission et après il va descendre à la rue. Là, ça suffit. On est pour le droit de la grève, on est pour le machin, ça c'est incontestable, mais pour arriver, chaque année c'est tout le temps comme ça, rebelote, il y a la marque. Juste, excuse-moi Christophe, juste pour aller dans son sens. Parce que merci Sadek de Bordeaux. Moi je suis tout à fait d'accord avec Sadek. Enfin, imaginez-vous si tous les corps de métier, font exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez une petite poignée qui n'est pas dans un intérêt général, mais dans une somme d'intérêts individuels, qui décide, sans passer par des syndicats, donc sans cadre précis fourni, de faire la grève. Mais où on est? En fait, on est dans la révolution. Non, ouais, mais là, on parle pas de révolution de 1789. Ça s'appelle la grève générale. Voilà. Ouais, mais des grèves générales, il y en a eu. Des grèves partagées entre différents corps de métier, il y en a eu. Des grèves qui ont été partagées par différents même corps de métier de la SNCF, il y en a eu. Mais même cette grève est impopulaire au sein de la SNCF. Il faut se poser la question à un moment. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Si je peux dire un truc, c'est qu'aujourd'hui, un dernier mot là-dessus. Je considère qu'il devrait y avoir une grève générale. Bien sûr. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème. Je retrouve ma Kauter. On a un problème. Non, mais Kauter, elle est juste, elle est impartiale. Exactement. C'est qu'à un moment donné, moi, je suis pour le collectif. Je joue collectif, tu vois. C'est pas pour ma gueule ou pour sa gueule. Collectif. Excuse-moi, mais les conditions de travail, peu importe des catégories de la SNCF, viennent travailler avec une femme de ménage, c'est un métier que j'ai fait, va travailler avec les plongeurs, va travailler avec les mecs sur les chantiers. Là, il pleut, ils sont sur les chantiers. Il fait 40 degrés, 45 degrés, ils sont sur les chantiers. Donc, c'est pas les pires. Après qu'ils se battent pour maintenir leur privilège, ok, mais il y a un timing. Donc, voilà, c'est toujours le problème. Voilà, c'est le problème de timing. Donc, tu vois, la grève générale, je suis ok. On paralyse le pays parce que le plus gros problème, pourquoi on en est là, c'est que depuis 30 ans et personne n'en parle, les salaires ne sont plus indexés sur l'inflation. Et donc, tant que la vie sera de plus en plus chère et que les salaires ne suivront pas, il y aura des décalages, il y aura des mécontents, et les plus mécontents
sont des gens qui bossent dans le privé et qui n'ont pas les moyens de faire cette grève. Ouais. Et je vais juste contredire Sofiane, justement, et c'est là où je suis d'accord avec Kautar. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout à l'heure, tu parlais de minorité. Et c'est pour ça que je te dis, à un moment donné, moi, cette grève me les casse, mais à un moment donné, le fait qu'ils utilisent un moment cette grève-là maintenant, voilà, c'est le principe de la grève. Mais à un moment donné, quand toi tu parles de minorité, parce que ouais, les révolutions parties d'une minorité, ils étaient où? Je sais pas c'est quoi leur vote, mais ils étaient où quand Philippe Poutou et le NPA, qui sont une minorité, mais qui représentent encore plus de choses. Non, c'est pas de la politique, c'est ils étaient où pour justement soutenir, bah voilà, on va dans la rue tous ensemble et on va défendre les droits de tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, non, c'est pas convaincre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pas parler d'un tu peux pas parler d'un groupe de 3000. C'est ça, tu peux pas parler d'un petit groupe de 3000 qui à un moment donné 3005 qui à un moment donné sont légitimes. Parce que là, on a dit, ouais, voilà, il y a un accord. Mais il y a un accord de syndicats. Les 3500, est-ce qu'ils sont d'accord avec cet accord-là? Direction le standard. 01 40 33 9000. Bonsoir. Qui es-tu? Ton prénom, pardon, je l'ai oublié. Les garçons. J'ai oublié ton prénom. C'est Mehdi à l'appareil. Mehdi, bonsoir Mehdi. Comment vas-tu, mon Mehdi? On t'écoute. Ah, et toi? Ouais, on t'écoute. On appelle ça le hagra chez nous. Exactement, Mehdi. On appelle ça le hagra. Au dernier moment, ils viennent faire les grèves pendant les fêtes comme ça. Ça ne se fait pas, franchement. Ouais. C'est comme si demain on demande aux infirmières, dernière minute, elle vient, elle débranche le truc, elle dit non, ça y est, j'ai décidé de grève. Elle débranche le mec sur le lit d'hôpital. C'est quoi ces conneries là? Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est quoi ça? C'est n'importe quoi, franchement. C'est une aberration totale. À chaque fête, chaque départ de grandes vacances, ou à chaque fois qu'il y a un truc où les gens doivent se déplacer comme ça, comme depuis que je suis né, hein, c'est comme ça en France. Hein. C'est comme ça. À chaque fois, ils sont là, ils viennent, ils font le hagra aux gens et ils laissent les gens dans la merde. Et c'est les gens qui galèrent toute l'année. Hein. C'est pas les gens qui ont du fric et qui sont bien et qui ont ce qu'il faut pour se déplacer. Voter. Avant que ça a coupé. Quoi? Oui, quoi, voter? C'est pas qu'une question de vote. Non, c'est pas qu'une question de vote, mais c'est à un moment donné. Ça a à voir. Moi, je veux juste parler. Savoir. Ouais, je vais te donner le rapport. Oui, je vais te donner le rapport. Non, je vais te donner juste un rapport. Depuis tout à l'heure, je parle des syndicats parce que justement, moi, je pense que les corps intermédiaires, c'est super important pour défendre entre la base et ce qui est en haut. Obligatoire. Parce que sinon, il n'y a aucun cadre. Lors des élections professionnelles, il y a quelques semaines, quelques mois, on n'a jamais eu autant d'abstention. Ça veut dire que l'individualisme est tellement important, mais bien sûr, et on le voit, mais on le voit aussi, dans les élections politiques. Par des syndicats, les gens se cooptent entre eux, ils prennent leurs avantages, ils n'écoutent plus la base salariale. Mais en politique, c'est la même chose. Exactement. Mais en politique, c'est la même chose. On a eu un mec qui était mon député, que nous on appelle Fantomas à Marseille. Vous le connaissez tous. Mélenchon. Mais non. On l'a jamais vu. Excusez-moi. NUPES là. D'abord Mélenchon c'est pas la NUPES. Arrêtez de le prendre pour Dieu. C'est juste un homme. C'est juste un gros apparatchik qui s'est construit, qui s'est enrichi sur le dos du peuple. Il a pas travaillé. Il a très peu travaillé comme toi et moi. Ceci étant dit, drame sur drame depuis 2008. Il a été élu en 2007. On l'a accueilli en prince. C'était le roi sur le Vieux-Port, etc. Drame de la rue d'Aubagne, 8 morts. Fantomas, il n'était pas là. Si j'existe aujourd'hui, je suis médiatisée, c'est parce qu'il n'a pas fait son travail. Lui et les gens qui avaient autour de lui. Et y compris le pseudo-mouvement citoyen de merde, là, de Payan, là, je ne sais pas comment il s'appelle, là, j'ai oublié son nom, où c'est que des oligarques encore en col blanc qui se sont déguisés en citoyens investis, qui ont récupéré notre travail. Madame Zineb Redouane, elle est morte. 3 semaines, son corps, il est resté à la morgue. Je me suis battue, bras de fer avec la préfecture. Et c'est Saïd Hamada. C'est pas mon ami, la vérité, c'est un député de la République En Marche, mais il n'y a que lui qui m'a aidé à me battre pour récupérer ce corps et l'envoyer à sa mère. Et après, il vient me parader sur les plateaux de oui, Madame Redouane, les violences policières. Tais-toi, ta gueule. Là, pendant les élections, Bompard et compagnie sont tous venus à la rue d'Aubagne. Oui, on va faire une loi des grandes gueules, sur... des grosses gueules et des petites gueules. J'ai une grande gueule, je suis faite comme ça, je vais pas faire la sage chez vous, c'est comme ça, c'est dans le mode d'emploi de départ. Ceci étant dit, ils sont venus le jour de la fête des mères à la rue d'Aubagne, sans honte et sans vergogne, tous les candidats de votre NUPES de pourri. Excuse-moi, j'ai dit de votre, je ne vous vois pas. J'ai tous les militants, ou de LFI, toutes ces merdes, excusez-moi, tous. Et là, c'est moi qui le dis et j'assume. De Bompard, quand j'ai pris la parole, il s'est cagué dessus, il est parti. Toi, tu vas être député de Marseille, tu as été député de Marseille, avec un taux d'abstention de 88%. Elle est où sa légitimité? On voit que lui sur tous les plateaux télé. Excuse-moi, oui, nous allons faire une loi contre le logement indigne. La loi existe, elle n'est pas appliquée, donc bats-toi déjà pour faire appliquer la loi.
ton patron là, hein, ton gourou qui t'a mis là comme un rejeton spirituel, c'est même pas ni légitime, ni démocratique. D'ailleurs, il commence à se lever, j'espère. La Gili, t'es où? Nasser, il n'y a pas de problème, j'ai déjà parlé comme ça avec lui, il n'y a aucun problème, c'est une réalité. Moi, c'est pour ça que je dis le vote. Et je vote pour toi, Kautar. Excuse-moi, les mecs, non, mais c'est normal. Mais je me suis présenté à 3 semaines des élections, boycotté par toute la presse, même pas j'ai eu un article, ils font des débats sur le logement engine, ils savent même pas la définition de engine, péril structurel, ils ont pas la définition. Les gens, ils ont dit, mais comment vous invitez pas Kauter Ben Mohamed? Voilà. Et au final, ils ont fait ça, oui, votez pour nous. Ils ont fait de la rue d'Aubagne et des 8 morts, c'est d'une indécence absolue. Ils ont fait ça un argument de vote. Et excuse-moi, je termine, après je termine mon propos. Et en fait, ces gens, ils ont fait ça d'un argument électoral et ils sont élus depuis bientôt 1 an et ils ont fait quoi pour Logement Engine? Wellou. Et c'est pour ces raisons, mon cher, que les gens ne votent plus ni pour les syndicats, ni pour les partis politiques. Parce qu'il y a des promesses et après Wellou. Non mais là, attendez, c'est le journaliste qui a quelques années de vol qui va vous répondre. Excuse-moi, les années ne font pas la qualité. Non, mais il faut aussi. Je remets pas en cause, mais il faut arrêter de croire que les vieux, ils sont plus intelligents. Excusez-moi, vous êtes sur France Maghreb 2, vous n'êtes pas sur telle ou telle radio, et les auditeurs ont l'habitude de ce discours, on leur dit assez, que la politique politicienne fait tout ça. Et donc, quand on écoute ce discours sur France Maghreb 2, ce discours, pour nous, c'est un excusez-moi l'expression, c'est un discours ukulé, nous le vendons. Nous sommes la radio qui diffuse pendant 3 mois. Allez voir, comment on appelle ça, là, notre phrase, cher Christophe, donc, de Abdel Mec Sayad, exister, c'est exister politiquement. Il se trouve qu'à Marseille, comme dans le 93, comme dans toute la France, les gens, parce qu'ils sont déçus, n'adhèrent pas au syndicat, parce qu'ils sont déçus, ils ne participent pas, ils ne votent pas. Par contre, vous êtes déçus parce que c'est la pub. Là. Oui, non, je ne suis pas déçu par la pub. Je ne suis pas déçu par la pub. Donc... En 5 secondes. Et qu'il n'y a que 5% ou 10% des gens qui votent. Et après, ceux qui n'ont pas voté viennent donner des leçons à ceux qui ont voté. Ils viennent dire ce qu'ils pensent. Oui, mais ils ne pensent pas. Ils ne pensent pas. Ils ne pensent pas. Alors, parce que on en reparle dans un instant. S'ils pensaient, ils iraient voter. Parce qu'on restait dans un café et parler. 01 40 33 9000, à tout de suite sur France Maghreb. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Enver de Santos, avec Henri Pémo, avec Sofiane Garbaoui, avec Kauter Ben Mohamed, Tarek Mami, évidemment sur France Maghreb 2 dans le LGF. Tarek, oui. Je reprends là où j'étais dans mon échange avec Kauter. Kauter, une question sur Marseille. Oui. Vous avez les élus du Front National sont systématiquement aujourd'hui élus dans les quartiers nord. Dans la population est majoritairement dite de la diversité. Ils sont élus partout, mais... Non, mais surtout là. Alors, quand vous avez les électeurs qui, à vue d'œil, sont majoritairement issus de la diversité, et pour faire simple, sur France Maghreb 2, on a l'habitude de dire le mot, les Noirs et les Arabes, et que les Noirs et les Arabes ne votent pas, et que les quelques supporters du Front National font élire... Non, mais excusez-moi. Est-ce que c'est acceptable sur le plan, j'allais dire politique, qu'un quartier où la majorité n'a pas les idées Front National se retrouve avec des députés et avec des représentants dans vos mairies Front National? C'est la question qui m'interroge. Oui, moi, d'abord, je vais répondre d'abord à ce que tu as dit tout à l'heure. Ici, on est sur France Maghreb. Tu as invité une femme qui n'est pas bridable. Je suis désolée. Non, mais je vous bride pas. Toujours ce que j'ai à dire partout. Ceci étant dit, je vais répondre. Attendez. Non, mais je vais répondre à cette question. Si on devait brider... Non, mais excusez-moi. Si on devait brider, vous ne seriez pas avec nous. Donc nous, tous ceux qui viennent sont libres de leurs opinions. Oui, mais tout à l'heure, tu as dit... Non, mais je rappelle que sur France Maghreb 2, c'est un discours que nous donnons depuis la création de la radio. Donc c'est pas une nouveauté. J'ai le même discours en fait, parce que c'est pas un discours, c'est vraiment ce que je pense. Ceci étant dit, sur ta question sur les quartiers nord, bien sûr que c'est acceptable parce que c'est... Excuse-moi, moi je suis une démocrate. Les gens, ils votent. Les gens ne votent pas. C'est ma question. Donc, si ces gens-là sont élus, si Ravier a été élu, pour ne citer que lui, sénateur-maire,
Alors, s'il a été élu sénateur, c'est pas à cause des habitants. Oui, sénateur, non. Ça, c'est mathématiquement parlant. Il y a des gens de droite et de gauche qui ont voté pour lui. Ceci étant dit, il a été élu maire. Moi, je peux que le respecter. C'est le suffrage des urnes. Les gens qui ont voté se sont exprimés. Par contre, je considère, tu sais, moi, je viens du monde associatif. Quand tu fais une assemblée générale, il faut qu'il y ait le quorum qui soit atteint, à savoir 50% de tes membres, plus 1. C'est-à-dire, tu as 100 personnes, il faut 51 personnes, tu en as 49, il n'y a pas. Il y a 50, il n'y a pas. Mais je considère que si les gens ne vont pas voter, toi, tu dis, ils sont déçus. C'est même pas une question de... Moi, je parle pour Marseille, en tout cas. C'est un territoire que je connais très bien. C'est quand tu es méprisé par ceux qui sont censés te représenter, quand tu n'es pas reçu, quand tu... Et je vais aller plus loin, moi je suis persuadée, parce que c'est mathématique à un moment donné la politique, qu'il y a aussi des gens qui s'appellent Salwa et Mohamed qui ont voté pour Ravier. Non, mais ça c'est autre chose. Non. C'est pas ma question, comme dit le général. Oui, mais moi je te dis pourquoi il a été élu. S'il a été élu... Moi, ma question, pourquoi les gens ne votent pas alors qu'ils savent que c'est leur... Pourquoi les gens... Est-ce que c'est acceptable qu'un mec comme ça ait été élu? C'est acceptable à la mesure où monsieur Ravier, dans son bureau, et pour le coup c'est le seul à qui je dis monsieur, il reçoit tout le monde. Il reçoit Bouana, il reçoit Khadija, et monsieur Boyer... Monsieur Ravier, il a étudié. Il y a des Arabes qui n'ont jamais eu d'appartement avec le PS, parce que je rappelle que c'était un secteur qui était tenu par le PS depuis que je suis né, depuis 1977. Non. C'est bien, il faut remplacer un Laissons-la finir. Je ne peux pas finir. Laissons-la finir. Parlez, les gars. Kautar, vas-y, Kautar. Je n'ai pas coupé. Allez-y. Donc, Marseille. Je l'ai dit en off, excusez-nous, parce qu'on a représenté un peu mouvement. Il s'appelle William M, monsieur 69 ans. Ah, William M, son prénom, donc on parle de. Donc si je peux terminer, en fait, non, mais ça c'est la dépêche. Donc on va reprendre. Donc Marseille est une ville qui est gérée de manière clientéliste, pour ne pas dire mafieuse, depuis Gaston Defferre, c'est-à-dire 50 ans. Ça, tout parti confondu et toute collectivité confondue. C'est-à-dire, je vais aller rapidement, je prends un schéma qui est très peu valorisant, tu me portes mes affiches, tu colles mes affiches, tu rabats des électeurs, tu auras un poste d'éboueur ou de tata dans une école. Il a juste remplacé le socialiste. Il a juste remplacé le socialisme. Par contre, le socialisme ne reçoit le socialiste ne reçoit que ses couleurs d'affiches. Le FN a reçu tout le monde. C'est ça la différence. Votons Front National. Non, c'est pas ça que je dis. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que je dis. Parce que quand il est parti sénateur, il a laissé à sa nièce le mandat. Donc ils se cooptent tous entre eux, encore une fois. À sa nièce. Parce que tu peux pas être maire et sénateur. Donc c'est sa nièce qui a pris le relais à la mairie de secteur. Je voudrais qu'on accueille Samir avant que nous changions de sujet. Samir, bonjour. Oui, bonjour Christophe. Bonjour Samir. Bonjour. Tu nous appelles d'où, Samir? De Paris. De Paris. On t'écoute, mon Samir. Ok, c'est juste par rapport à la grève et 2 points aussi. Donc du coup la grève, c'est facile de dire pourquoi ils font la grève. Il faut être à la place des autres. Je défends pas je travaille pas à la CNCF, mais il y a eu un préavis de grève. Ça fait presque une année. Donc les gens, il faut se poser la question pourquoi ceux qui ont il faut se poser la question, ça veut dire les responsables, pourquoi ils n'ont pas accueilli ils n'ont pas reçu ceux qui avaient l'intention de faire la grève, c'est ça le problème. Oui, tu veux dire, Samir, et je comprends ce que tu veux nous dire, c'est-à-dire que on attend le dernier moment pour aller discuter, recevoir ceux qui décident de faire grève. D'ailleurs, opportuniste à toute épreuve quand on entend le président Macron qui vient se mêler de cela, et les ministres qui crient leur colère, etc. Je veux dire, comme le dit Samir, c'est pas d'aujourd'hui ni d'hier qu'on sait qu'il y aura grève à Noël. C'est un préavis qui a été déposé il y a bien longtemps. Ça, c'est vrai. Non, mais Christophe, le problème... Moi, je te dis, excusez-moi, je finis juste 2-3 minutes si vous le permettez. Après, donc c'est comme si je vous dis, vous n'êtes pas capable de faire ça, vous voyez, alors que le minimum, c'est la discussion, quoi. Quand il n'y a pas de discussion, que le rideau il est fermé, là, il y a un problème. Après, pour le reste, voilà, il faut pousser le bouchon trop loin pour que les gens vous entendent, vous voyez. Bon, c'est un point de vue en tout cas. Merci beaucoup, Samir. Il n'a pas tort, alors, Samir. Oui, il n'a pas tort. D'accord. Alors, je voudrais qu'on qu'on poursuive. On enchaîne avec un sujet beaucoup plus léger. Nous sommes en France, vous le savez. On n'a pas dit quand même pourquoi les gens ne votaient pas. Mais pourquoi ils votent pas, les gens? Les gens ne votent pas parce que... Je vais répondre moi, si ça te dérange pas. Tu as parlé pendant une demi-heure, je vais te répondre. Non, mais moi, je vous ai posé la question et là, vous me racontez de l'histoire d'Oravier. Moi, ce que je veux savoir, pourquoi les gens qui habitent dans le secteur d'Oravier ne votent pas
alors qu'ils sont dans la diversité noire et arabe et dans la pauvreté. C'est pas la diversité, c'est la France. Je supporte pas qu'on nous définisse comme ça. Si les citoyens français de culture France, et de couleur ne votent pas et laissent la minorité nous n'avons pas voter l'exclusivité de l'abstention. En France, à chaque élection, peu importe l'élection, qu'elle soit locale ou nationale. Mais je parle de la France, je parle pas que de Marseille. On a commencé par Marseille. Le taux d'abstention, vous m'avez posé la question sur la mairie du 13-14, pour être précise. Parce qu'on n'a que lui qui est maire de nos trucs. Moi, je réponds pour toute la France. C'est parce que depuis 50 ans, nous avons des gens qui se cooptent entre eux, des oligarques en col blanc, qui sont à des années-lumière des préoccupations. Alors, restons assis sur nos chaises. Non, mais excusez-moi, Kautal, on est dans un débat contradictoire. Fais l'émission toi-même. Non, mais je fais pas Quand on te coupe, on en a marre des politiques qui sont déconnectés de la réalité et qui laissent pas la place à des gens comme il y a autour de la table, qui se battent pour maintenir ce pays debout, qui connaissent les citoyens, qui connaissent les problématiques et qui sont en capacité et qui ont les compétences de porter nos lois, nos voix à l'Assemblée nationale et ailleurs. Voilà pourquoi on vote plus. En conclusion, et c'est ça, je vous attendais. En conclusion, on reste assis sur nos chaises. Le dimanche, on va faire la pêche. On ne va pas voter et on les laisse continuer à coopter. Mais parle pour toi, parce que nous on se présente, on est deux autour de la table qui nous présentons. Parce qu'on ne vote pas. Peut-être que dans ce pays, et je termine là, c'est Sofiane, peut-être que dans ce pays, un jour, comme en Belgique et comme ailleurs, on passerait par le vote obligatoire une première porte et par le décompte des votes blancs une deuxième compte. Mais tant que les cooptés entre eux continuent à vivre bien entre eux, ils ne vont pas changer la situation. En France, nous sommes l'un des rares pays où pour avoir un permis de conduire pour un taxi, il faut présenter le bulletin numéro 3 vierge, et pour se présenter à une élection présidentielle ou de député ou de maire, on ne présente pas ce bulletin. Moi, je l'ai présenté. Nos contradictions, il faut qu'on les résolve. Moi, il m'a été demandé à Marseille, on me l'a demandé, je l'ai fourni aux législatives. On est tous d'accord autour de cette bizarre. Le système ne permet pas à des gens qui ne sont pas encartés ou syndicats ou portés à bout de bras par un système mafieux, il ne nous permet pas de nous présenter. Si demain le système en France donne une enveloppe budgétaire à tous les candidats qui ont un potentiel, d'accord, et ça se définit par une charte, etc., qui font le pays. Oui, mais attends, tu leur donnes le même temps. Oh, tu sais qu'on a eu, c'est une directive de l'ARCOM où des gens comme moi ne devaient pas avoir la parole parce qu'ils ne donnaient la parole au lendemain des présidentielles législatives qu'aux candidats des partis qui sont présentés à la présidentielle et qui ont fait tant de pourcentage. Ça veut dire que dans un pays, dans un secteur où je me suis présenté, où il y a 88%, où il y a 88% d'abstention, ça veut dire donc que les candidats qui se présentent ne correspondent pas aux besoins des électeurs, on ne donne pas la parole à des énergies nouvelles qui ont d'autres ambitions. Juste Christophe, pour finir, parce que je pense que on parlait de Marseille, mais moi où je me suis présenté en 2020 à l'île Saint-Denis, je pense que c'est un cas d'école. Bravo. Il y a toujours eu beaucoup d'abstention. Voilà, on est en Seine-Saint-Denis et la Seine-Saint-Denis est toujours frappée par l'abstention. On a eu des candidats en 2020 qui étaient très représentatifs de la ville. Je pense pas qu'à moi, il y avait aussi quelqu'un derrière moi qui était assez jeune, qui n'était pas du tout politique, on était associatif dans l'âme. Finalité, on a eu l'une des participations les plus importantes de Seine-Saint-Denis, d'Île-de-France, de France. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Au-delà de il faut le vote obligatoire ou il faut le vote blanc. Non, il faut juste qu'il y ait plus de représentativité. Et qu'est-ce que ça veut dire plus de représentativité ? Que nous tous là qui sommes autour de la table et qui sommes en train des fois de se battre contre les gros mastodontes politiques, qu'on s'engage. Et si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Mais il faut voir le verre à moitié plein. On s'engage. Il y a 30 ans, il y avait beaucoup moins de personnes de la diversité qui s'engageaient. Et un jour, ça va payer. Bien parlé. Un jour, ça va payer. Bah, je dis qu'on va conclure là-dessus, c'est parfait, c'est nickel. On a des petites informations d'épaisse sur William. Qu'est-ce qu'il a, lui ? William M, 69 ans. Il est tireur dans un club de tir. Oui. De tir. Oui, non, mais c'est vrai. Mais il n'est pas fiché par les services, ni comme étant un mec d'ultra-droite, ni comme quelqu'un qui est manifestement dangereux. Et c'est M. Darmanin Moussa qui nous donne les informations il y a quelques secondes. Excusez-moi, je vous donne les informations, vous les commentez. Mon rôle, c'est d'aller les chercher. Et donc, M. Darmanin rajoute que William M. n'est pas venu spécifiquement pour tuer des Kurdes, mais pour tirer sur des étrangers. Oui, mais ça s'appelle la xénophobie. Sauf que c'est pas ce qu'il a dit, M. William M. Il a dit « Je n'aime pas les Kurdes ». Alors, soit il a un kebab qui n'est pas passé, ou un truc comme ça, soit il est amoureux d'une Kurde, et ça c'est... Voilà. Alors, Sofiane, tiens, puisque tu as la parole, Sofiane, qu'est-ce que tu fais pour Noël ?
Alors, Noël, je suis invité par Kauter. Alors, voilà. À Marseille il y a des trains. On va faire une maraude à Paris. Je suis bloqué ici, pas de train. Merci la SNCF. Pas de Noël. Grâce à la SNCF, il y aura des gens qui vont avoir à manger. Alors, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai jamais fêté Noël. Pourquoi? Parce que je le fête pas. Non, mais c'est ton droit. En Allemagne, ils fêtent pas ça? En Allemagne, alors non, c'est Saint-Nicolas. Exactement. Donc oui, toi, tu fêtes pas Noël, Sophie. Alors moi, je fête Saint-Nicolas, pas Noël. Voilà. D'accord. Deuxièmement, c'est pas du point. Moi, Noël, ça reste quand même du religieux, même si on me dit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est culturel. Non, alors culturel. Alors je veux bien que ce soit culturel. C'est comme le couscous a priori. Oui. D'accord. Mais d'ailleurs, on peut manger des couscous le soir de Noël. Ce qui est culturel chez certains n'est pas culturel chez d'autres. Donc, alors les principes de laïcité sont où? Ah, tu veux mettre la laïcité de Noël? Alors là, je suis estomaqué, je m'attendais pas à ça. Alors là... Alors, vous pouvez être estomaqué, cher monsieur, dame. Je vous dirais que tu peux dire le petit Issa ou le petit Jésus. C'est une balayette hélicoptère. Non. On va se calmer un tout petit peu. La laïcité, quand on parle de l'Aïd ou du Ramadan pour que des gens dansent la culture, il est culte. C'est pas une culture, le Ramadan. C'est une culture pour certains. Non, c'est pas la culture. C'est du cultuel et c'est de la culture. Le cultuel et le culturel, tu vois, on est sur une radio qui est très écoutée, c'est grave ce que tu dis. Non. Le culturel et le cultuel sont deux choses bien distinctes. Madame, je vous ferai remarquer que le Ramadan... Non, ça n'existe plus, mademoiselle. On dit plus mademoiselle. Je dis mademoiselle, je suis l'ancienne école. Elle n'est pas là, pas sur ce point-là. Je vous ferai remarquer simplement que le cultuel... D'accord, se transforme beaucoup souvent, si on prend chez certaines origines, en culturel aussi. Tout à fait. D'accord. Les soirées d'après Iftar et tout ça, c'est pas dans le Coran. Mais pourquoi je parle de Noël et vous me parlez du Ramadan? Non, parce que c'est ça le problème, c'est que on essaie d'expliquer. Non, c'est pas Noël. Moi, je suis content que les gens fêtent. La question simple. Moi, la question simple. Venez. Merci d'être avec nous à cette question toute simple, une réponse toute simple. Donc Sofiane Garbaoui nous a répondu qu'il ne fêtait pas Noël, c'est son droit, pas de souci. Il a répondu de manière complexe. Je viens de le dire, c'est ton droit. Tranquille. Absolu. On lui a demandé de répondre par oui ou par non. Voilà, il nous a fait à la use. Tarek Mabi, est-ce que vous fêtez Noël, oui ou non? J'ai beaucoup fêté. De quelle manière? J'ai beaucoup fêté Noël, surtout quand mes enfants étaient en très bas âge. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas que mes enfants, quand ils partent à l'école le lundi matin, on leur dit j'ai eu tel cadeau, j'ai eu tel truc, et que les miens n'aient pas. Et ils se retrouvaient même qu'à certains moments, ils avaient 2 fois plus de cadeaux que les autres, parce qu'ils avaient les cadeaux de Noël et de l'Aïd. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Parce que si vous voulez, mais surtout parce que le rythme de vie a beaucoup changé. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je me suis promené à Paris pour sentir Noël, j'ai rien senti. Oui, à Paris, il faut aller en Allemagne, mon ami. Non, excusez-moi, jusqu'à il y a 3 ans, à Paris, il y a 3 ans, on le sentait. Donc il y a quelque chose. Ça dépend, il y a un beau marché de Noël. En tout cas, j'allais dire la réponse, je fêtais, demain je fêterai pas. Non pas pour des raisons religieuses ou autres, mais je vais vous inviter. Il n'y a aucun problème. Et on fera par contre un bon repas en famille. Voilà. Henri Pémo, est-ce que vous fêtez Noël? Oui, moi je le fête tout simple, je vais le dire de manière tout simple, assez simple. Que ce soit Noël ou le Nouvel An, ce sont des événements qui me permettent, moi, à titre personnel, de me rassembler avec la famille. J'ai dans la famille des membres de confessions complètement différentes. Et là, le sujet n'est pas tant religieux, mais c'est surtout de se rassembler. Donc pour nous, c'est un moment qui nous permet de nous rassembler. Nouvel An, Noël. Et pour répondre aussi sur le fait qu'on sente moins l'esprit Noël à Paris, allons aussi dans d'autres villes de France. Pour le coup, moi, le week-end dernier, j'étais à Tours et le week-end d'avant, j'étais à Bordeaux. On le sent quand même beaucoup plus qu'à Paris. Ouais. Enver de Santos, est-ce qu'on fête Noël ou pas chez toi? Moi, c'est la schizophrénie, mon frère. Donc, moi c'est très simple. Je suis comme Henri. Je l'ai fêté pendant très très longtemps parce que je suis né catholique, si je puis dire. Et aujourd'hui, en tant que musulman, je ne le fête plus vraiment. Mais c'est pas tant le côté religieux ou quoi que ce soit. Ouais, alhamdoulilah. Mais c'est surtout en fait. Qui me défonce toute la journée notre image. Moi, je fête pas Noël, je passe du temps avec la famille. C'est-à-dire que c'est ça. Pour moi, c'est passer du temps avec la famille. Kauter, on fête Noël ou pas? Alors moi, c'est pas que je fête Noël, c'est que moi je fête tout. Le grand pardon, Noël, Hanouka, l'Aïd. Moi, j'apprends tout à mon fils. Je connais pas.
Mais non, mais attends, on vit dans un pays qui est multiculturel. Donc on peut pas toute la journée prôner le vivre ensemble et pas se l'appliquer à soi-même. Moi, ma mère, je suis née dans des... Non, elle a raison. Vous avez vu comme c'est merveilleux, j'ai coupé personne. Vous avez une putain de sale habitude dans la politique et dans les médias de pas respecter la parole des femmes et de toujours... J'ai écouté tout le monde... Attendez, c'est vrai. Non, mais on ne coupe pas les femmes, on coupe et donc, je disais... le chroniqueur ou la chroniqueuse. Oui, mais le sexe. La chroniqueuse, en général. Voilà. Vas-y, ceci étant dit. Kauter, s'il vous plaît, je veux entendre que Kauter. J'ai jamais été aussi zen de ma vie. Oui. Ça, pour la connaître, je peux vous dire que oui. Et pourtant, il y a la grève. Ceci, ne me relance pas sur la grève, parce que je vais à la gare de Lyon, là, j'en défonce. Ceci étant dit. Elle va perdre sa zénitude. Pour moi, je viens des bidonvilles, et ma mère, elle a fait, comme tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour les enfants, bon, nous, on l'a transmis comme ça, donc elle faisait pêcheur, compliqué, bon. Mais moi, après, j'ai gardé cette tradition parce que c'est sympa. Moi, j'ai la chance d'habiter dans des vieux trucs haussmanniens, donc 3,50 m de hauteur. En général, je récupère le sapin de Noël de l'école, parce que c'est mes copines. Il fait 3 mètres, le truc géant, tous les petits du quartier viennent parce qu'ils le font pas, c'est sympa, on décore ensemble, on met Maria Carré, on met l'autre. Premièrement. Deuxièmement, je ne rate pas une occasion, et des fois même j'en invente, d'offrir un cadeau à mon fils ou des cadeaux à mon fils, parce que c'est agréable et que j'attends aucune fête. Mais encore une fois, je ne peux pas demander à mon fils de respecter les catholiques, les juifs, les bouddhistes, si je ne lui apprends pas ce que c'est un catholique, ce que c'est... Parce que là, moi, dans ma vie, voilà, je suis musulmane, même si je ne suis pas super pratiquante, etc. Mais peut-être que demain, mon fils ne sera rien du tout. Peut-être qu'il va choisir une autre religion. Et il doit les connaître, en fait. Et j'estime que dans un pays comme la France, qui a l'histoire de France, tu vois, qu'il y a ce multiculturalisme qui, pour moi, est multiconfessionnel aussi, hein, qui est pour moi une richesse à condition qu'on se l'applique et qu'on l'applique aux autres. Moi, j'ai grandi au-delà de Noël avec des gens, avec des grands-parents et des parents qui, quand on fait un repas traditionnel, avant que nous, on mange, on donne à nos voisins. C'est aussi ça, le partage et vivre ensemble, tu vois. Donc moi... Dans cet esprit qu'on m'a inculqué, je remercie mes parents, et en particulier ma mère, de m'avoir inculqué tout ça. Je le transmets à mon fils et aux enfants du quartier, les voisins, etc. Parce que c'est aussi ça, vivre ensemble. C'est le vivre ensemble, effectivement. Dans un instant, justement, on va parler de Noël avec Mam pour la belle histoire des génériques. Et Mam, qui est à côté de vous, qui était très très discret depuis tout à l'heure, vous a écouté. Et va faire une chronique et va essayer de résumer cette émission un peu particulière, Mam. T'as du boulot, hein. Moi, je suis fan. A tout de suite, ne bougez pas. En lien avec Noël, la belle histoire des génériques consacrée à quelque chose en rapport avec Noël, Mam. La belle histoire des génériques. Les visiteurs de Noël, 1976-1982. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la belle histoire des génériques, en cette veille de réveillon de Noël, pour vous parler d'une émission emblématique pour la jeunesse des années 70-80. Cette émission s'appelait Les visiteurs de Noël et était une émission créée en décembre 1976 sur TF1 par le regretté Christophe Izard, directeur des programmes jeunesse de TF1, et diffusée pendant les vacances de Noël tous les après-midi entre 13h30 et 15h30 en direct, et ce jusqu'en janvier 1982. L'émission était une annexe de l'émission fort célèbre Les visiteurs du mercredi. Le principe, simple. Lancée en début de janvier 1975 sur la toute nouvelle TF1, l'émission Les visiteurs du mercredi s'est transformée pour les fêtes de fin d'année en Visiteurs de Noël le mercredi 24 décembre 1975 et en Visiteurs du Nouvel An le mercredi 31 décembre. Mais ce n'est que pour les fêtes de l'année suivante, en 1976, qu'apparurent les Visiteurs de Noël en format quotidien. L'émission était diffusée du lundi au vendredi en début d'après-midi pendant toute la période des fêtes. Le plateau de l'émission se parait alors d'un décor féerique composé de sapins enneigés puis de chalets. Tout comme les visiteurs du mercredi, les visiteurs de Noël ont connu un immense succès auprès de la jeunesse de l'époque. Les animateurs furent fort célèbres, Swazik Korn, et vous vous en souvenez d'un certain Patrick Sabatier, âgé d'à peine 25 ans, accompagné des marionnettes Brock et Schnock qui officièrent pour les 2 émissions spéciales de 1975. Puis Pierre et Marc Jolivet animèrent l'émission dès 1976. À partir de 1977, ils se déguisent en clowns, Réchaud et Frigo, et ont leur propre rubrique, Réchaud et Frigo. Ils intervenaient tout au long de l'émission en faisant des blagues ou des bêtises. Les autres animateurs ont été Claude Ruben en 1976, Jeanne-Marie Sens 1978-1979, la chanteuse Fabienne Thibault 1979-1980 et Michel Fugain 1980, Johnny Monteillet 1980 également et Corinne Le Poulain 1981. Jacques Trémolin venait parler des personnages de Walt Disney. Tous étaient accompagnés des marionnettes Cibor et Bora
et parfois Léonard le renard de l'île aux enfants, à partir de 1980, les marionnettes Brock et Schnock reviennent avec leur propre rubrique. L'émission était en capacité de diffuser un certain nombre de séries ou de dessins animés issus du catalogue Hanna-Barbera, ou certaines séries ou certains feuilletons, dessins animés comme Capitaine Caverne, Les Fous du Volant, Les Cadets de l'Espace, Hong Kong Foufou, Samson et Goliath, Le Roi Léo, Le Prince Saphir, rebaptisé plus tard Princesse Saphir, les Harlem Globetrotters, etc., etc. Pour ce qui concerne la musique, que vous allez entendre dans quelques instants, les paroles étaient signées de Christophe Izard lui-même et la musique du compositeur Roger Pouli. Le premier interprète des Visiteurs de Noël était Michel Vallier, de 1975 à 1979, puis de la grande vainqueur de l'Eurovision de la chanson 1977, Marie-Myriam, de 1980 à 1982. Générique que je vous propose d'écouter ou de réécouter, de découvrir ou de redécouvrir. Voici les Visiteurs de Noël, 1976-1982, TF1. Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines, c'est le temps des visiteurs de Noël. Est-ce que Mam fête Noël ? Non, ça fait longtemps quand même que je ne le fête plus, mais je suis dans l'ambiance de la fête, on va dire. Bon, alors, cher Mam. Tristan, est-ce que tu fêtes Noël ? Bah bien sûr que je fête Noël. Évidemment. Quelle question ? Évidemment. Mon cher Mam, t'as écouté l'émission ? T'as essayé en tout cas ? Hein ? J'ai essayé. Et tu vas nous en faire une conclusion de cette émission. Je dis bonjour à tout le monde. Pour les retardataires. Nous t'écoutons, Mam. Ne perdons pas de temps, allons-y. La chronique du jour s'appelle « Réveillons-nous ». En ce 23 décembre, je suis terrorisé d'apprendre l'attaque d'un individu tirant sur tout ce qui bouge, une terreur en plein Paris ayant attenté à la vie de 3 malheureuses personnes, et voilà la faiblesse grande des médias qui commettent l'attentat à la pudeur de dévier de leur champ lexical habituel pour ne pas faillir à la déontologie bafouée à de multiples reprises concernant ces faits de tuerie de masse. Et vous verrez, dans quelques heures, on fera passer ce terroriste pour un déséquilibré, un présumé fou ayant un pédigré pâle comme un chien, ayant sabré les tentes avant le champagne, les autorités prenant le temps inhabituellement de qualifier le caractère raciste de l'attaque. BFM la qualifie de fusillade, sauf que c'est un faux fusil, comme leur scud d'information en destruction massive médiatique. La France a le droit de savoir, et savoir est un droit. Pensée émue aux familles endeuillées en cette veille de réveillon de Noël. Réveillons-nous! J'aimerais bien avoir les réactions de justice expéditive de Pascal Praud. Oh zut alors, il est en vacances. Tiens, parlons-en à Cyril Hanouna. Oh Moïse alors, c'est Shabbat. Et en plus, c'est Cyril Hanouka. Donc joyeux Hanouka à toute la communauté juive au passage. Résultat. C'est un animateur de ce news d'une manière particulière. Oui. Et Tariq Mami, il ne peut pas s'empêcher. Hein. Il ne peut pas s'empêcher. C'est quand même une chronique. Hein alors, vas-y. Alors, on y va. Résultat qui apporte la sève, le jus de la haine. Les extrêmes, à droite. Parce que, adepte de la droiture en dictat de fou. Et en parlant de fou, en voilà un Made in France-Maghreb 2, avec l'inadmissible retard de monsieur Sofiane Gerbaoui, dit la garbure dans le métier, travaillant chez European News Agency, agence qui lui paya l'Uber en Dutch Quality. Le gars, il était en scred aux toilettes, en fait. Il fait bien, d'ailleurs, de soulager sa prostate, évidemment. Oui. Sofiane, réveille-toi, quand même. Hein, réveille-toi. Sofiane Gerbaoui n'est pas le seul à être coutumier du retard. Ah bon ? Qui ça ? En effet, j'ai entendu en écho, très 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 loin, la Marseillaise en colère au point que son visage est devenu rouge, et de Lille, enfin de Tourcoing, le ministre Gérald Moussa Darmanin, vous l'avez pas vu, Roger de Lille, la Marseillaise, Gérald Moussa Darmanin veut faire taire la grande gueule Kauter Ben Mohamed, celle qui m'a appelé en off par erreur Gamal. Je lui ai répondu Gamal aux dents, Gamal à la jambe, Gamal à ma France ou Gamal à la SNCF, organisme briseur d'un réveillon marseillais en nous livrant une grève bouillabaisse, nous faisant passer pour des grosses daubes. Noël brisé, Noël martyrisé, mais Noël, nouvel an, libéré.
des intérêts corporatistes pour un blocage public. Avec SNCF, ce n'est plus possible. Par contre, Hassan Chif, c'est possible. Sur les 20 dernières années, les grèves de la SNCF à Noël ont eu lieu à 18 reprises. Réveillons-nous! La sacralisation des fêtes de Noël est rompue où chacun prêche sa propre paroisse. Avantages, primes, conditions de travail, la Société nationale des conneries de fer françaises, SNCF, tout comme d'ailleurs les arguments à rallonge de Sofiane Gerbaoui de l'European News Agency. Et moi qui t'aime. Qui a passé ses études à la Rudy Kazi Academy. Wesh Sofiane. Avec tes prises de parole, j'ai eu le temps de prendre le train Ouigo Paris-Marseille. Attends, ça me décollait. Pendant ce moment-là, Anvers nous a parlé de Philippe Bisounours. Ah non, pardon. Philippe Poutou, pardon. Qui a dénoncé le grand capital de Jean-Pierre Farandou, patron de la SNCF, en rail de coq en stock. Et j'en ai plein le nez de leur grève, comme dirait mon ami Jean-Luc de la rue. Oui. Nous avons eu un moment de colère mémorable de Kauter, fille de Mohamed. C'est lâché sur Salade Fleury Mélenchon, le vendeur de vestes retournées Manuel Bompard, Paris. Je veux dire Manuel Bompard, Paris. Kauter a taillé un costard à la Francesco Smalto à tout le monde, y compris à Tarek Mami, et va prendre tout de suite d'ailleurs un Uber, qui a vu sa carrière de journaliste et d'avocat balayée par la rafale Kauter, qui s'en va prendre son Uber. Ainsi, Kauter a imposé un climat de terreur au sein du studio. Elle arrive comme ce moment d'anthologie, d'ossement de ton, devant les Laurel et Hardy de RMC, Truchan et Marchaud. Ne la réveillez pas, la lionne de l'Atlas. Dima Kauter. Dépêche importante, l'individu s'appelle William M. On a eu chaud, j'ai cru entendre Walid. 69 ans, membre d'un club de tir, ça y est, il est déclaré fou, il n'est pas musulman. Machallah, alhamdoulilah. Cherchez l'extrême droite et allez vous acheter des pulls marines, en somme, un facho pur sucre à emprisonner au bagne. Je tiens à saluer en conclusion l'esprit de Noël de Anver, le dernier dinosaure. C'est mon ami et bien plus encore, il est musulman d'un monde jamais vu encore. Henri Pémo, élu à l'île de la tentation de la bûche de Noël, Tarek Mami, le Père Noël barbu de 3 décennies de France 22, à égalité avec Sofiane Gerbaoui, plus rondouillard et crédible, et à la révoltée Kauter Ben Mohamed, venant de Marseille. Bon, eh ben, mon ami Christophe, je pense que j'ai fait le boulot. Oui. Merci de me payer en subside personnel. Oui. Et puis, je pense que je reviendrai la semaine prochaine, ce qui n'est pas le cas de la SNCF, parce qu'avec moi, c'est possible. Merci, Mam. Merci à tous. Bravo, Mam. Je m'excuse devant toute la France et les millions d'auditeurs de France Maghreb de t'avoir appelé gamin. Tu as vu que j'ai fait une entrée en trombe, tu vois, en laissant mon fils fiévreux. Donc je m'excuse, je saurais me faire pardonner et je tiens à redire devant tout le monde que je suis ta première fan, une grande fan. Merci beaucoup. Parce que tu as une qualité extraordinaire et une compétence qui est rare. Bravo à toi. Merci Kauter, merci.